Je vais tout de suite vous présenter un petit peu les thématiques et les invités de ce soir, avec une première partie consacrée à la lutte finalement contre l'extrême droite et le Rassemblement national dans la ruralité. On va en parler avec notamment Loumire Lapré. Bonsoir Loumire, comment vas-tu ? Salut, ça va et toi ? Très bien, merci d'être avec nous. Alors pour te présenter en quelques mots, même si au fil de nos échanges on aura l'occasion de te présenter plus pleinement parce que tu fais beaucoup de choses, tu es activiste écologiste, tu es originaire de l'Ain et ça a son importance puisque plus beau département de France. Ça reste à débattre, moi, je suis petit mot, voilà, on représente le 88, mais on va en tout cas parler de ces régions et de ces départements où déjà le Rassemblement national est assez puissant, ou en tout cas récolte pas mal de voix lors des différentes dernières élections. On aura l'occasion d'en parler avec toi pour essayer de comprendre aussi, et c'est toi l'objet de ton travail, comment est-ce qu'on peut combattre ce Rassemblement national et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces personnes issues de la ruralité se tournent plutôt vers la gauche et les partis de gauche. Et d'ailleurs, tu détailles un petit peu ce travail avec tes conseils et tes pistes de réflexion dans ce livre, Ces gens-là, qui est sorti il y a quelques semaines, plongé dans cette France qui pourrait tout faire basculer, que tu as sorti donc il y a quelques semaines et que je vous conseille vivement, qu'a lu et sur lequel a travaillé Lucie Alexandre, journaliste politique à Libération. Salut Lucie, comment ça va ? Ça va très bien. Et toi, tu as aussi écrit récemment, justement à ce propos, en t'intéressant à la question de comment est-ce que l'écologie pouvait être plus audible en ruralité. On aura l'occasion d'en parler aussi avec toi, car tu as rencontré tout un tas d'acteurs et d'actrices de terrain pour faire ce travail. Ça, c'est pour la première partie de l'émission. Et en deuxième partie, on recevra Pierre Plotu et Maxime Massé, journalistes de la cellule frontale de Libération. Avec eux, on s'intéressera au profil des détenus d'extrême droite, des personnes radicalisées. On essaiera de comprendre comment ces personnes se radicalisent-elles, et donc on parlera de tout ça avec eux puisqu'ils sont revenus sur le rapport du chercheur Nicolas Lebourg, et donc ils viendront nous présenter tout cela en deuxième partie d'émission. Et je vais tout de suite commencer avec une première question pour toi Loumire, parce que je disais donc tu es activiste écologiste, mais tu fais aussi tout un tas d'autres choses, et tu t'es notamment présenté en 2022 pour les élections législatives avec la NUPES, dans la deuxième circonscription de l'Ain. Tu n'as pas gagné ces élections, mais je voulais mentionner cela pour justement savoir pour toi ce que ça signifie de l'implantation des idées de gauche dans ton coin à toi, le fait que justement tu aies été battu toi au moment où tu t'es présenté aux législatives. Alors déjà, je pense qu'il y a une vraie différence entre les idées, les valeurs de gauche et les partis de gauche. Je crois nos idées sont assez majoritaires. Il y a un parfum de gauche même en ce moment. Enfin, je veux dire, la taxe Zuckman, la lutte contre la loi du plomb, la réforme des retraites. C'est des thématiques qui ont vraiment résonné dans la France rurale et périurbaine. Après, se pose la question de comment est-ce qu'on transcrit ces valeurs dans un vote. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit peu. Par exemple, si on prend le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est profondément... qui souscrit à des valeurs de gauche, l'égalité, la justice, la solidarité entre les territoires et l'idée que ceux qui ont plus paient plus que ceux qui ont moins. Pour autant, avant les Gilets jaunes, les personnes qui ont participé au mouvement votaient environ à 30% pour le RN, et elles sont aujourd'hui 44%. Donc il y a une augmentation du vote RN chez les Gilets jaunes, et c'est pas surprenant parce qu'il y a une augmentation du vote RN chez les classes populaires et les petites classes moyennes qui habitent en ruralité. Là où je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est que quand on fait une campagne dynamique, ce qui a été notre cas, on est parti avec 3 bénévoles, on a fini avec 250, on a perdu, mais au deuxième tour, avec le meilleur score progressiste de l'histoire de la Circo. Ça montre bien qu'il y a de l'engouement, qu'il y a de l'intérêt. Il y a beaucoup de gens qui avaient voté pour le RN, pour Marine Le Pen en l'occurrence, à la présidentielle en 2022, puis qui après ont choisi de voter pour nous. Moi, ce que je vois, c'est quand même qu'on est capable, si on a un message adapté au contexte, qu'on a une personne issue du cru et qu'on parle le langage de tous les jours, qu'on explique des concepts qui peuvent être parfois un peu abstraits, comme le capitalisme, le néolibéralisme, le racisme, avec des mots et en prenant appui sur des expériences du quotidien, on peut complètement convaincre. Donc bien sûr, une fois, ça suffit pas, mais il y a vraiment, et c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a un sujet de long terme. C'est une reconquête des cœurs et des esprits qui va prendre du temps, mais je pense qu'on en est tout à fait capable.
Toi, tu parles notamment de la nécessité d'une campagne permanente. Oui, complètement. Pour reprendre mon exemple de la taxe Zuckman ou de la loi du plomb. Les classes populaires, a fortiori quand elles sont rurales et qu'elles sont donc exposées plus majoritairement aux pesticides, sont contre la loi du plomb et sont pour la taxation des plus riches. Alors après, il y a des débats sur... Il y a des phénomènes d'identification des petites classes moyennes à les riches, les patrons, qui sont quand même largement orchestrés par les classes dominantes, parce que je rappelle qu'ils sont 3, donc en fait, dans une démocratie, on ne gagne pas à 3. Donc il faut arriver à créer des alliances complètement tordues avec d'autres gens. Mais malgré ça, malgré le pognon monstrueux que les classes dominantes mettent dans cette espèce de propagande, en fait, pour créer des alliances qui n'ont aucun sens et détourner les classes populaires rurales de leurs vrais alliés qui sont les autres classes populaires, il y a quand même une conviction que c'est pas normal que ce soit, je cite, toujours aux mêmes de payer. Par contre, ce que je constate, c'est que alors même qu'il y a une opposition profonde à des projets de fermeture de services publics, d'austérité, de pollution industrielle, il n'y a pas aujourd'hui à gauche, une infrastructure militante capable de capitaliser sur à la fois la colère et l'espoir. Parce que je pense qu'il faut qu'on arrête de toujours faire de la réaction à « Ah, ils sont pas d'accord avec ça, donc on va essayer d'aller en parler ». Moi, mon rêve, c'est que demain, le jour où il y a à nouveau une alliance morbide et mortifère entre le RN, les macronistes et la droite, c'est eux qui ont voté contre la loi du plomb, c'est encore eux derrière le refus de la taxe Zuckman. Nous n'avons pas aujourd'hui les forces militantes pour aller toquer chez toutes les personnes qui habitent dans des villes ou des villages qui ont placé le RN, la droite ou les macronistes en tête des élections. Pour faire ce travail d'information, au-delà d'éducation et de politisation, c'est de l'information. Je peux vous confirmer que sur CNews ou sur BFM, ça n'a pas été traité sous cet angle. L'alliance de la Macronie, du RN et de la droite pour priver les services publics de 20 milliards d'euros. Ça n'a pas été traité comme ça. Il n'y a que nous qui pouvons traiter ça comme ça, et nous, on ne contrôle pas les médias, pas encore. Tout ce qu'on peut contrôler, c'est le terrain. Et aujourd'hui, on n'y est pas assez. Les forces ne sont pas là. Une thématique centrale pour le camp progressiste et qui a du mal, en tout cas en apparence, à passer dans la ruralité, c'est la thématique écologiste, les questions écologistes. On a parfois du mal à les rendre audibles. Lucie, toi, dans l'un des articles de Libé, tu relèves notamment cette phrase de François Ruffin qui en tout cas pose la question: comment a-t-on fait pour que l'écologie soit un des mots les plus détestés du pays? Est-ce qu'on en est à là déjà? C'est sûr, là tu parlais des médias, il y a les médias de Bolloré, mais aussi l'extrême droite a beaucoup du coup caricaturé le discours écolo pour, on va dire, appuyer sur certaines difficultés, notamment autour de la voiture, et de concilier un discours écolo qui soit compatible avec les préoccupations du quotidien des classes populaires. Et c'est vrai que moi, dans mon article, donc j'interroge pas mal donc je te cite, Lumir, et j'interroge pas mal d'élus écolos en ruralité. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns dans des ruralités particulières. Et c'est vrai que ce qui ressort beaucoup, c'est que cet objet de la voiture, dont tu parles dans ton livre comme étant que le mouvement des Gilets jaunes, c'était le mouvement de la voiture, en fait. Ne serait-ce que dans le fait de porter un gilet jaune, tout ça, d'être sur un rond-point, c'est l'objet culturel voiture. Et il y a d'autres sujets, mais c'est vrai que... on voit bien que pour la gauche, et en particulier l'écologie, ça peut être aussi le cas sur le logement, t'en parles aussi dans ton livre, ça peut être difficile de porter un discours écolo en ruralité. Ouais, alors que là encore, la propagande fait son effet, parce que en réalité, malgré tout ça, malgré la déformation des chaînes des médias d'extrême droite et de l'extrême droite, et à côté de ça, au-delà de la démonisation du mot et du concept même d'écologie, l'espèce de machin complètement individualiste et ridicule des petits gestes poussés par les néolibéraux, malgré tout ça, il y a une majorité de Français, y compris dans les classes populaires, y compris dans la ruralité. La dernière étude de Destin commun, c'est 56% des Français qui habitent à la campagne qui sont persuadés qu'il est important de faire rapidement quelque chose, de faire plus sur l'écologie. Donc en fait, les gens sont quand même, les gens sont pas idiots. Ils sont bien capables de voir que les saisons ont changé. On est quand même en majorité exposé à des espaces agricoles, même si je rappelle que la majorité des gens qui habitent en ruralité ne sont pas agriculteurs, c'est que 3%. Mais on voit les impacts
du dérèglement climatique sur la nature autour de nous, peut-être plus qu'en ville. Le nœud, il se fait à un endroit différent. Il est qu'il y a une conviction qu'il faut faire quelque chose et en même temps, il y a une peur très forte que ce quelque chose les fasse perdre en confort, les fasse perdre en autonomie. Et c'est là que cette tension, elle se noue. Et je pense que là, nous, on a encore des cartes à jouer. Parce qu'il faut qu'on arrive à avoir beaucoup de discipline sur la manière dont on parle d'écologie. Je pense qu'il faut qu'on arrête de parler de choses qui sont vraies. Par exemple, l'impact de la viande. C'est vrai que manger de la viande, ça pollue, que les hommes mangent plus de viande, notamment de viande de bœuf. Mais en fait, ça devient un problème quand ça devient ça, l'écologie politique, parce qu'il faut absolument qu'on arrive à associer écologie politique avec gain de confort, d'autonomie, de pouvoir d'achat. Pour les classes populaires, par exemple, la rénovation thermique. Aujourd'hui, les gens... Pour revenir sur ton petit exemple, est-ce que ça veut dire que, selon toi, il faut éviter d'aller sur certains sujets ? Ouais. Et a fortiori quand on fait de l'écologie politique. Pour moi, les militants, c'est différent. Si tu as une campagne dont l'objectif, c'est qu'il y ait moins de viande à la cantine, il faut faire sa campagne. Je dis pas le contraire. Moi, ma question, c'est la prise de parole politique. En tant qu'élu politique, tu crées donc ce qu'est l'écologie politique. Et pour moi, il faut absolument que écologie politique, dans la tête des gens, ça soit... lutte contre les pollutions industrielles, la loi du plomb par exemple, que ça soit lutte pour plus de bien-être et de pouvoir d'achat, donc par exemple la rénovation thermique, la rénovation des modes de chauffage, et pas oh là là, je vais perdre en autonomie parce que j'aurai plus de bagnole, je vais perdre en confort parce que j'aurai plus de piscine. Il y a vraiment cette tension, a fortiori quand on parle de classe populaire et de petite classe moyenne qui ont peu d'autonomie au travail. Je rappelle quand même que chez nous, les dépenses contraintes, elles sont très fortes. Pour une majorité de ruraux, tu peux avoir jusqu'à 30% de ton budget qui sont des dépenses liées à la voiture, par exemple, au mode de déplacement. C'est 5% à Paris. Donc les dépenses contraintes, elles sont très fortes. Et la pensée même qu'on va t'empêcher de faire un truc en plus, c'est un espèce de trigger où les gens se disent « Oh là là, mais comment on va s'en sortir ? Si on n'a plus de piscine, qu'est-ce qu'on va faire des gosses pendant que nous, on va être au boulot et qu'ils seront en vacances sans moyen de se déplacer et coincés à la maison ? Si on n'a plus de voiture, mais comment on va aller au boulot ? Si on va plus de boulot, comment est-ce qu'on va rembourser le crédit ?» En fait, tu pars dans des espèces de stress qui font que tu ne vois que les obstacles. Alors que si on met en avant des choses comme la rénovation thermique des bâtiments, donc on rénove à peu près 2500 passoires thermiques cette année, chaque année, donc c'est super. À ce rythme-là, il faut 2000 ans pour rénover le parc de logement. Tout le monde est d'accord que c'est plus agréable de vivre dans une maison rénovée. Se pose la question de comment est-ce qu'on rend ça populaire ? Comment est-ce qu'on donne accès à ça ? Comment est-ce que les dispositifs, je pense à MaPrimeRénov', ils sont fiables parce que la prime rénov en ce moment ça va, ça vient, on l'a plus, c'est vraiment très aléatoire. Et puis elle n'est pas toujours adaptée. La plupart des gens chez moi, ils font des travaux avec des potes, ils font des travaux sur leur temps perso, donc il n'y a pas forcément d'entreprise agréée, etc. Mais la rénovation thermique, moi je le pense fondamentalement, la réindustrialisation, c'est l'avenir des classes populaires. Qui est-ce qui va se mettre à faire du BTP ? C'est pas moi avec mon bac plus 5, hein. C'est en majorité les classes populaires. Donc ça va donner de l'emploi et ça va donner du confort. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à porter. Dans ton livre, il y a une autre dimension qui est intéressante. C'est que tu assumes en tant que militante de gauche, et on a eu jusqu'ici assez peu de paroles publiques là-dessus, d'être entourée de proches qui sont séduits par le RN, par la droite, et qui, quand toi tu leur parles de tes idées de gauche, sont pas du tout convaincus. Il y a un grand débat en ce moment à gauche sur est-ce que les électeurs RN, notamment en ruralité, il faut continuer à leur parler. Est-ce que, j'ai posé une question très bête, mais est-ce que quand on a un ami qui vote à l'extrême droite, il faut continuer de lui parler, et comment lui parler ? C'est ça que tu mets en scène dans ton livre, c'est comment tu parles à tes amis d'extrême droite dans la ruralité. Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas de binarité entre il y a des fachos et il y a des pas fachos. Ça dépend de c'est quoi le type de vote d'extrême droite. Enfin, moi, même si j'ai des gens avec qui j'ai grandi, qui sont des personnes fascistes, dont l'objectif, c'est la mise en place d'un régime autoritaire, pour qui le racisme est le prisme structurel du rapport au monde. Ces gens-là, je ne leur parle pas. Je peux leur parler parce que je suis au bar et que, on est au PMU, on se dit 2-3 trucs, on se raconte notre journée, mais je ne cherche pas à les convaincre. Tu considères qu'ils sont perdus ?
Oui. Moi, je parle pas. Alors, il y a différents trucs aussi. Il y a un rapport intime. En fait, si ces gens, c'est vos amis très très proches. Moi, je suis personne pour dire aux gens d'arrêter de voir les autres. Je suis assez sûre que parmi les gens qui nous écoutent, ils ont dans leur famille des anciens ou des plus jeunes d'ailleurs qui sont homophobes, qui considèrent que des relations entre personnes du même genre sont une abomination, qui pensent que bon, finalement, les meufs, si jamais elles travaillent pas, c'est pas la fin du monde. Enfin, en fait, le test de pureté, il passe pas à tout le monde. Donc moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour appréhender la complexité des gens ? Ce que je constate chez beaucoup de mes potes, c'est qu'il n'y avait pas de vote RN avant et il y a un vote RN maintenant. D'ailleurs, c'est comme ça que le RN passe d'un parti minoritaire à un quasi-parti de masse aujourd'hui. C'est bien qu'il y a, moi j'ai 33 ans, donc sur ma vie, ma génération, un shift massif qui s'est opéré, qu'il y a donc des gens qui votaient pour la gauche, qui votaient communistes quand même dans une grande partie du bassin minier et industriel du Nord et de l'Est, et qui se sont mis à voter pour l'extrême droite. Donc moi la question que je pose c'est est-ce que ces gens ils étaient super avant et maintenant c'est des monstres ? Non, je pense que ces gens n'ont pas trop changé. Par contre, et ça je l'assume, il y a une bataille du sens à mener pour le cœur et l'esprit de ces personnes. Je le dis, je pense que l'analyse selon laquelle les gens qui disent oui, bah il y a un peu de bien à droite, il y a un peu de bien à gauche, parce que la plupart des gens, c'est ça qu'ils disent, hein. On est loin d'une vision fasciste, radicalisée et complètement cohérente et hégémonique du monde. C'est pas du tout ça. Les gens ne discutent pas grand remplacement au petit-déj. Hein. C'est pas ça qui se passe, même quand ils votent pour le RN. Moi, j'ai des potes qui votent pour le RN, ils ne se rappellent même plus qu'ils ont voté pour le RN. Donc, c'est pas un acte fondateur pour eux. Mais ces gens-là, moi, je pense qu'ils ne sont pas... C'est pas qu'ils sont centristes, qui veulent... Eux-mêmes disent « Moi, j'aime bien un peu de tout. » Non. T'es perdu. Donc, en toi, dans ton cœur et dans ton esprit, se livre une bataille entre une interprétation fasciste, une interprétation néolibérale et notre interprétation qui part du principe que la solidarité, la fraternité, la liberté et l'égalité peuvent gagner et que le gâteau est assez gros pour qu'on partage tous. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut encore convaincre ces personnes-là d'adopter cette vision du monde ? Ma réponse est oui. Tu voulais ajouter quelque chose ici Non, vas-y. Parce que moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, sur le fait que, oui, des électeurs du Rassemblement National, par exemple, ne se lèvent pas le matin en ayant tout de suite à l'esprit la théorie, par exemple, du grand remplacement. Non. Enfin, il y en a, hein, mais eux, je ne leur parle pas. Moi, j'ai juste l'impression parfois que y a des personnes qui peuvent être attirées par le vote du Rassemblement National, ou même pas forcément, mais qui, en tout cas, sont potentiellement de plus en plus à avoir des biais racistes et qui peuvent l'exprimer. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut aussi être un danger quand même de se détourner de ce truc-là en se disant que, par exemple, il ne faut, mais évidemment qu'il ne faut pas le faire, mais ne pas considérer que tous les électeurs du Rassemblement National sont racistes, mais qu'il faut peut-être s'attaquer quand même plus directement au fait que, oui, il y a peut-être une part grandissante de la population qui a de plus en plus des biais racistes et qui l'exprime de plus en plus librement aussi. Et ça peut venir de tout un tas de choses, notamment de la propagande médiatique. Bien sûr. Alors, je suis un peu gênée par cette question, parce que, bon, quand on regarde, par exemple, les études de Vincent Tibéri, qui travaille sur l'indice de tolérance, il dit très clairement, hein, les électeurs coco des années 70, ils étaient plus intolérants que les électeurs du RN aujourd'hui. Par contre, il y a clairement un débridement de la parole raciste. Moi, je le vois. C'est sûr, tu es au PMU, tu entends des trucs que tu n'entendais pas il y a 15 ans. Par contre, moi, j'ai l'impression que c'est déjà des gens qui le pensaient avant, qui aujourd'hui se sentent autorisés à le dire, plutôt qu'un espèce de truc massif où les gens se mettent massivement à dire des choses racistes. Pour autant, je pense qu'il faut absolument qu'on parle du racisme des classes populaires rurales, à la fois pour expliquer les conséquences dramatiques que l'extrême droite et ses politiques racistes auront le jour où elles seront au pouvoir, si on participe à les mettre au pouvoir, et en plus pour expliquer l'arnaque absolue du racisme, qui est un piège qui est tendu par les fachos à nous. Et moi, c'est vraiment ce que je dis à mes potes, et c'est pour ça que je pense, et je le dis dans mon livre, il faut qu'on parle du racisme. Mais par contre, je pense pas pour faire le tri entre qui est raciste, qui est pas raciste, à qui on parle pas. Je pense qu'il faut montrer à quel point le racisme est un outil utilisé par les fachos et de plus en plus par les néolibéraux pour diviser les classes populaires entre elles. Et que quand mes potes adhèrent à la raison pour laquelle j'ai des problèmes dans la vie, c'est à cause des migrants, c'est à cause des immigrés, c'est à cause de mon voisin arabe, ils tombent dans un piège
qui n'a pour objectif que de les garder appauvris. Donc non seulement ça a des conséquences extrêmement problématiques pour toute une quantité non négligeable de personnes qui sont déjà bien plus vulnérables, et ça il ne faut pas le cacher, et en plus ça a des conséquences nocives pour eux, parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'extrême droite quand elle sera au pouvoir, l'objectif, on l'a vu avec Trump, on l'a vu avec Milei, enfin c'est toujours le profit. La méthode, c'est aussi toujours le racisme, mais ce racisme, c'est une méthode pour nous diviser, bien plus qu'un fond. Il y a des gens pour qui, bien évidemment, l'objectif absolu, c'est de créer une société basée sur une hiérarchie des races. Mais en réalité, quand tu regardes Trump, c'est pas le projet. Le projet, c'est doubler sa fortune. Ce qu'il a réalisé en moins d'1 an, c'est rendre ses copains milliardaires toujours plus riches. Donc moi, la question que je pose à mes potes, c'est est-ce que tu penses sincèrement que demain, l'extrême droite au pouvoir, tu gagnes mieux d'argent, l'école, elle rouvre, et ton patron, il arrête de te casser la tête? Je ne crois pas. Là-dessus, justement, donc toi, tu es activiste, tu es aussi formatrice. Tout à fait. Parce que, pas forcément précisé en introduction, mais du coup, tu travailles donc à Victoire Populaire, qui est du coup une organisation qui, en gros, fait des campagnes, c'est ça ? Ouais, c'est un mouvement citoyen de gauche qui n'est pas un parti politique. L'objectif, c'est de faire gagner la gauche aux différentes élections. Et du coup, donc, tu essayes de former des militants. À partir de ce que tu viens de dire, en fait, comment on fait quand on discute justement sur le terrain, quand on fait du porte-à-porte, quand on est militant en ruralité, pour tenir ce discours-là? Parce que ce discours-là, bon, il y a pas mal de gens qui le développent, dénoncer l'arnaque de l'extrême droite, mais le problème, c'est que parfois, en étant de gauche, on est vu comme un peu moralisateur, comme étant un peu, voilà, en surplomb, et parfois, ce discours-là, on n'est pas écouté, on n'est pas cru. Donc toi, qu'est-ce que tu indique aux militants, comment tu leur donnes quoi? Moi, c'est pour ça que je forme des gens qui habitent là où on est. Parce qu'en fait, c'est comme dans toutes les relations. Par exemple, mais mettez-vous, je sais pas, vous êtes en couple, vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup autour de vous, je sais pas, votre frère, votre sœur, votre meilleur pote, qui vous dit « Franchement, là, sur ce truc, je t'ai trouvé assez égoïste. » Ou quelqu'un que vous aimez pas trop qui débarque, qui dit « Ouais, franchement, là, t'as été hyper égoïste. Vous réagissez pas du tout de la même manière. Pourquoi ? Parce que le postulat de départ, il est cette personne même et veut mon bien. Oui ou non? Si c'est quelqu'un dont vous savez que son seul objectif dans la vie, c'est de vous enfoncer, genre votre tata que vous aimez pas, donc vous vous dites « Ah ouais, ok, on a encore pas raté une », ou quelqu'un à qui vous faites confiance, vous vous dites « Ok, là, je vais peut-être me remettre un peu en question ». Et ça, je pense que c'est très important, parce qu'en fait, la politique, y a des gens pour qui la chose politique est quelque chose de l'ordre des idées. Pour la majeure partie des gens, c'est de l'ordre de l'intime, de l'émotionnel, des valeurs. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte, et on le prend assez peu en compte. Donc, il y a une recette que moi, j'applique quand j'ai des conversations, qui n'est pas une recette magique, mais qui permet quand même d'éviter 2-3 trucs. Alors déjà, on a un truc qui s'appelle la règle des 80-20. Quand vous avez ce qu'on appelle une conversation intentionnelle, donc une conversation dont l'intention est de faire changer la personne d'avis, elle parle 80% du temps et vous parlez 20%. Ce qui n'est pas du tout la manière dont on voit habituellement la conversation politique, où on se dit « je vais t'expliquer ouais. ». Mais ça marche pas comme ça. C'est encore une fois, si jamais vous avez des enfants ou vous avez des potes qui ont des enfants, regardez comment ils les élèvent. Est-ce qu'ils passent leur vie à leur expliquer des trucs? Non, ils donnent 2-3 indices et puis après les gens font leurs propres expériences et après ils disent ah bah tu vois ça a marché, ça a pas marché. Donc concrètement, il faut toujours creuser. Quand les gens vous disent quelque chose et que vous avez décidé d'avoir une conversation avec eux, même si c'est une dinguerie, ne levez pas les yeux au ciel, ne dites pas tout de suite non mais tu peux pas dire ça, non mais ça c'est n'importe quoi. Posez-vous la question, pourquoi c'est important pour cette personne de penser ça? Par exemple, Mel, ma meilleure pote, là, il y a 2 semaines, on allait à un concert, elle me dit non mais la seule raison pour laquelle Sarko il a été mis en tôle, c'est parce qu'il est de droite. Bon, alors j'ai mal réagi, c'est vrai, j'ai dit non mais tu peux pas dire ça, et là j'ai expliqué pourquoi, en fait, Sarko, il méritait d'être en tôle. Si j'avais pas bu de pinte, j'aurais dit Mel, pourquoi tu penses ça? Parce qu'en fait, moi, je la connais, donc c'est plus facile pour moi de voir le... Mais en fait, la raison pour laquelle elle pense ça, c'est que elle se met dans l'équipe droite, et donc elle se met dans l'équipe... C'est toujours nous à qui on demande le plus. Et c'est pas faux, parce que elle, avec son conjoint, ils ont un garage de mécanique, et eux, c'est vrai que s'ils ont un problème avec l'URSSAF, si jamais ils oublient quelque chose, s'ils ont un accident du travail, eux, ils vont être emmerdés. Ça, c'est vrai. Ils sont des citoyens normaux. Mais c'est là où ce phénomène d'identification, il marche pas du tout. Et en fait, elle, quand elle défend Sarko, elle se défend elle-même. C'est parce qu'elle s'est mise dans le même paquet que Sarko. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir si elle n'a pas elle-même déroulé le fil de sa pelote où elle arrive au truc de « bah moi, par exemple, t'es là, voilà, toi, par exemple. Ok, bah raconte-moi toi. »
Donc là, on creuse, mais pourquoi ? Ah bon, mais raconte la dernière fois où ça s'est passé. Ah oui, ça... Après, on valide les émotions. Ah oui, j'avoue, ça a dû être chiant. Quand c'est un truc avec lequel vous êtes d'accord, si quelqu'un vous dit une dinguerie, vous êtes... Moi, je dis jamais « Ah oui, je comprends » si quelqu'un me dit un truc fou que je comprends pas. Parce que j'allais dire juste avec cette technique, certains pourraient te reprocher entre guillemets de dire qu'on peut être trop tolérant avec des trucs trop problématiques. Mais c'est là où je dis, moi je ne dis pas, par exemple, il y a trop d'immigration. Ça c'est un truc que j'ai entendu plein de fois. Je ne dis jamais, ouais je suis d'accord, vas-y dis-moi pourquoi. Non, je dis juste, pourquoi tu dis ça ? J'ai pas dit que j'étais d'accord, mais j'ai juste pas sauté à la gorge de la personne. Très souvent, sur cette question, quand on déroule la pelote, on arrive à... De toute manière, si eux, ils ont un truc, c'est que nous, on a moins de trucs. C'est ça que ça veut dire, en fait. C'est avoir accepté l'idée selon laquelle plus il y a de gens qui veulent manger le gâteau, moins il y a de gâteau pour moi. Or, la réalité, elle ne dit pas ça. Elle dit que tu as 3 miettes, il en a 2, et tu as l'impression qu'il va t'en prendre une autre. À côté de nous, il y a un gâteau entier qui s'appelle les ultra-riches et les multinationales. Je rappelle, le premier poste de dépense de l'État, on le sait grâce à Fabien Gay, du PC, 211 milliards pour les aides publiques aux entreprises sans aucune contrepartie. Ça, on ne peut pas arriver au cœur de cette réflexion sur l'immigration tant qu'on n'a pas déroulé la pelote et que la personne nous a pas dit... Bah, en fait, si lui il gagne, ça veut dire que moi je perds. C'est ça le cœur du truc. Et là, vous pouvez dire, bah, j'avoue, ça doit être stressant, mais du coup, t'as peur de quoi ? T'as peur de perdre ton taf ? Bah ouais, ça doit être stressant. Bah en fait, si l'autre il travaille en intérim, il n'arrive pas à avoir un CDI et qu'il a un crédit, moi je comprends qu'il soit stressé par le truc de perdre son taf. Et après, on partage sa propre expérience. Ça, c'est la 3e étape. Donc, on creuse, on valide des émotions, on partage sa propre expérience. En disant, bah ouais, j'avoue, moi, ça m'est déjà arrivé d'être hyper stressée. Les classes populaires et les petites classes moyennes rurales, elles sont en hyper-vigilance constante. Déjà, elles sont dans des situations, conditions matérielles concrètes de stress, parce que les dépenses contraintes dont on parlait, avec des choses qui sont complètement incontrôlables, comme le prix de l'essence, avec le crédit qu'on doit rembourser quand même, tout ce qui augmente, je rappelle l'inflation, etc. Et donc, elles ont un sentiment d'être sur le fil. C'est ça le cœur du truc. Et une fois qu'on a partagé j'avoue, moi, ça m'est déjà arrivé, c'était dur, on crée de l'empathie, on crée de la confiance, et là, on redirige la colère. Mais tu penses pas, en vrai, que le gros problème, c'est pas plutôt nanani, nanana, nanana, donc les riches, Sarko, les gens à qui on demande jamais de compte. Là, souvent, les gens disent oui, en fait. Mais c'est là qu'il faut vraiment entendre que l'objectif de cette interaction, elle n'est pas d'écraser l'autre, elle n'est pas de gagner un débat, elle est d'avoir une conversation. Et une conversation, encore une fois, je prends des exemples de la vie quotidienne, mais si vous vous embrouillez dans votre couple ou avec votre daronne ou je sais pas quoi, vous voyez bien ce genre de conversation ping-pong où l'objectif c'est juste de marquer des points. Est-ce que vous avancez quand il y a un conflit ? La réponse est non. On avance beaucoup plus quand on dit bon, en vrai, là ça va pas. Et encore une fois, mettez-vous vous-même à la place de ces personnes. Admettre qu'on a eu tort. Admettre qu'on s'est fait duper, qu'on nous a menti et qu'on s'est fait avoir. C'est dur de dire ah putain j'avoue là je crois que je me suis plantée et on n'admet pas qu'on a eu tort si on sent pas que l'autre est prêt à nous accueillir quand même. Et c'est pour ça que bien sûr que ces conversations elles sont difficiles, bien sûr que c'est une ligne de crête. D'ailleurs moi je le dis, je le répète, si vous êtes une personne racisée, si vous êtes une personne concernée par le racisme, par la transphobie, mais personne ne vous demande d'avoir ces conversations. Enfin je veux dire c'est déjà suffisamment dur de vivre dans la France à Macron là. Faites votre vie, vraiment. Gérez vos propres communautés, où il y a aussi des sujets. Enfin, moi, je parle aux gens qui sont comme moi, c'est-à-dire qui sont de gauche à la campagne et qui se posent la question de comment est-ce qu'on rattrape les nôtres, parce qu'on les aime et qu'on n'a pas envie de leur dire au revoir et qu'on n'a pas envie de les regarder dans 4 ans quand ils auront mis au pouvoir des fous qui vont avoir fait des trucs mais impardonnables. Et là, on devra vraiment se poser la question, si on n'a rien fait, de qu'est-ce que je fais de cette amitié maintenant ? Et juste pour rebondir là-dessus, dans ton livre, à un moment donné, j'ai l'impression donc justement que tu adresses en partie aux gens qui, comme toi, viennent ou vivent encore dans ces territoires et côtoient donc des gens qui votent RN. Tu les interpelles un peu sur le mode il faut pas se taire et il faut pas lâcher l'affaire, quoi, parce que c'est vrai que c'est devenu compliqué. C'est Benoît Coquart, mais pas seulement, quand on parle
du fait qu'aujourd'hui, en fait, la norme a changé un peu de camp. Donc, c'est le Rassemblement national qui est devenu un peu la norme majoritaire. Et que même des gens qui votent pas RN ne le disent pas. Enfin, les gens qui votent pas RN ne le disent pas. Les gens qui ont des idées de gauche ne le disent pas pour pas être marginalisés. Et les gens vont défendre les idées du RN juste pour appartenir un peu à un groupe, à la communauté. Du coup, toi, tu t'adresses à ces gens-là qui potentiellement aujourd'hui se taisent parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir de problèmes ou de s'engueuler avec leurs proches, en disant c'est important que vous défendez, si vous êtes de gauche, de défendre des idées de gauche et d'aller au combat, même si c'est difficile. Bah, je crois que là, on est à l'heure de la prise de position. Hein. C'est fini d'être neutre. Enfin, on est quand même à 2 doigts d'avoir un parti fasciste et autoritaire qui risque de prendre le pouvoir. Et s'ils prennent le pouvoir, ce sera grâce aux nôtres, hein, aussi. Pas que, on n'est pas responsable de tout. On n'a pas créé cette situation, il faut quand même le rappeler. Hein, c'est les classes dominantes qui ont créé une situation de division telle que Mel, elle pense qu'elle a plus, elle est ensemble avec Sarko qu'avec d'autres gens. C'est zinzin. C'est pas nous qui avons créé ça, mais c'est le monde dans lequel on vit. Donc, moi, je pense que toute personne qui a un intérêt intime à ce que les gens qu'on aime, nos cousins, nos voisins, ne participent pas à faire advenir l'extrême droite en France, il faut maintenant accepter que la neutralité, c'est plus possible, là, en fait. Et c'est dur. Je sais que c'est dur. Donc, je dis ça avec plein d'empathie. Si vous nous écoutez, vraiment, je sais que c'est dur, mais rappelez-vous chez nous le pouvoir de la vanne, le pouvoir de... En fait, on peut aussi... On n'est pas obligé de dramatiser tout, de péter des plombs sur chaque truc. On a le droit de laisser filer des choses quand on pense qu'on va gagner une bataille plus tard. On a le droit d'avoir un repas où on parle pas de politique parce que machin vient d'accoucher et on a envie de voir son bébé parce qu'en fait, on l'aime. On a le droit, ça peut nous arriver. Mais si on ne prend pas position, y compris sur des petits trucs, bah, ce sera trop tard après. Et il faut se rappeler aussi que les gens chez nous aussi, ils ont changé. Rappelez-vous, moi quand j'étais gamine, un couple de meufs, un couple mixte, c'était pas OK. Aujourd'hui, beaucoup plus. Donc en fait, les gens chez nous aussi, ils sont transpercés par les évolutions de la société. On n'est pas ce que la France éternelle que les fachos veulent absolument nous faire de nous. C'est pas vrai. On n'est pas cette espèce de refuge à réac. Chez nous aussi, il y a des personnes racisées dans mon département originaire. L'Ain, plus beau département de France encore. Il y a quasi autant d'immigration que dans les Bouches-du-Rhône ou dans le Rhône, qui ont 2 métropoles qui sont pleines de diversité, qui sont Lyon et Marseille. Donc chez nous aussi, il y a des personnes, des gens qu'on aime, qui vont être concernés si jamais ces gens y passent au pouvoir. Donc posez-vous la question de tous vos potes racisés. En fait, ils ont besoin de vous. C'est plus difficile pour eux d'avoir ces conversations. Pensez à vos potes gays qui vivent dans des villages de 200 habitants. Pensez à vous, dans quelle France rurale vous avez envie de vivre. Dans quel village vous avez envie de vivre? Vous avez envie de pouvoir envoyer vos gamins à l'école avec les parents qui traînent autour en vous disant quoi? Franchement, encore une fois, je sais que c'est dur. Et parfois, on se prend des portes et parfois, on se gueule dessus parce qu'on oublie qu'on est là pour avoir des conversations. Enfin, moi aussi, ça m'arrive. Hein. Et parfois, on chiale. Et je sais que c'est dur, mais je crois assez sincèrement qu'il n'y a plus de neutralité là. Il faut qu'on choisisse un camp et il faut que quand on a déjà choisi, on soit à l'aise avec qui on est. Parce que ce qu'on défend, je suis désolée, mais en fait, c'est la fraternité, c'est la solidarité, c'est le fait de frères ensemble. Donc en fait, on n'a pas à avoir honte de qui on est. Et on n'est pas obligé d'être des caricatures de nous-mêmes. Hein. Moi, j'ai une bagnole, je mange du cochon, je bois des coups. Enfin, tu vois, on n'est pas obligé d'être pur et parfait. Ouais, j'ai un iPhone et ouais, parfois, je prends l'avion, tu vois. Bon, en fait, ça m'empêche pas de dire à mes potes, quand ils râlent sur les migrants, les machins, de leur dire c'est quand la dernière fois que tu as eu un problème? Raconte-moi. C'était en vrai soit avec l'État parce que les services publics ont fermé, soit avec ton patron. Donc de quoi tu me parles en fait? J'ai une question aussi à te poser, Loumir, par rapport à quelque chose dont tu parles aussi pas mal dans ton livre, c'est autour de la valeur travail, qui est assez centrale, notamment par les électeurs issus de la ruralité, qui voient un petit peu les partis de gauche et le camp progressiste comme le camp allié de l'assistanat, et qui voient en le Rassemblement national et l'extrême droite le parti des vrais travailleurs et des gens plus respectables. Comment est-ce que tu fais, toi, pour combattre ce cliché et ces discours-là? Déjà, je dois dire à quel point ça me troue le cœur. Enfin, franchement... Je le dis dans le livre parfois, franchement, mais moi aussi j'ai des moments où genre je chiale, où je m'énerve et je me dis, je pense à Ambroise Croizat, je pense au Front Populaire et je me dis mais putain mais... Et je pense à Jordan Bardella qui nous explique que Bernard Arnault a plus de mérite que ses ouvriers et j'ai vraiment envie de nous mettre une baffe collective d'être tombé dans ce panneau quand même. Mais bon,
j'essaie une fois de... Voilà, déjà, je pense que la valeur travail, c'est dans toutes les classes populaires. En fait, c'est pas juste dans la ruralité. Je pense qu'en banlieue, en outre-mer, en fait, dans tous les endroits où il n'y a pas forcément eu de fierté par l'école. Je rappelle quand même que l'école est une grande machine à trier, est une expérience humiliante pour beaucoup de gens qui n'ont pas les codes. Donc quand on n'a pas de fierté liée au diplôme, quand, comme chez nous, il y a un marché matrimonial qui se rétrécit parce que notamment les filles qui, elles, font plus d'études partent et que c'est plus compliqué de commencer une vie de famille et qu'on est en intérim, donc on ne peut pas faire de prêt, donc on ne peut pas acheter une baraque. Enfin, il faut bien de la fierté quelque part. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'humain. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de fierté dans ce livre, parce que pour moi, c'est un peu le problème de la gauche matérialiste. Parfois, on parle beaucoup des conditions matérielles d'existence, mais on est aussi des gens avec une âme et des émotions. Et la fierté, il faut qu'on la trouve quelque part. Et c'est très dangereux de ne pas en trouver, parce que sinon, elle devient mal placée. Elle se place sur le fait d'être français, sur le fait d'être blanc, ce qui est de la fierté absolument pas intéressante, de la fierté passive. Bah, t'es né français, cool. T'as rien fait pour ça. Limite, la valeur travail, je trouve ça plus intéressant parce que je pense qu'on peut aussi la retourner sur elle-même pour en faire un truc de gauche, c'est-à-dire contribuer à hauteur de ses moyens. Moi, ça, si c'est pas un truc de gauche, je sais pas ce que c'est en fait. Dire quand tu peux, tu fais, et puis quand tu peux pas, tu fais moins. Et c'est aussi ça que j'essaye de dire dans le livre, c'est que on a appelé ça la valeur travail, mais en fait la droite a appelé ça la valeur travail, parce que chez nous ce qui est valorisé c'est plus la participation au collectif, parce que si t'es comme ça peut arriver chez nous, une maman qui travaille pas et que tu gardes les gamins des autres, que tu fais des trajets à gauche à droite, que tout le monde sait que tu peux rendre un coup de main, qu'on peut compter sur toi, c'est tout aussi valorisé. Si t'es un retraité qui coach le club de foot, qui fait les galettes pour la fête des conscrits, qui a toujours un canapé si jamais il y en a un bourré qui peut pas reprendre sa caisse, ce serait bien que ça arrive plus souvent d'ailleurs et qu'ils arrêtent de prendre leur caisse, les gens te respectent. Donc je pense qu'on peut aussi discuter de en fait c'est normal de participer, et pour moi c'est aussi lutter contre l'individualisme et contre l'égoïsme de cette société capitaliste qui nous fait croire que on peut prendre et rien donner. Et donc je pense qu'on peut le retourner un peu sur sa tête, ce truc. Et puis il faut aussi qu'on discute de quel travail en fait, quel travail. Bien sûr qu'il y a plein de gens pour qui aller au boulot, être payé et ne dépendre de personne, c'est une fierté. Et c'est parfois un problème, parce que du coup, ça devient une critique quand les autres ne sont pas en mesure de faire ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment... Et c'est ce que j'essaye de partager à mes potes quand ils ont ce genre de réflexion. C'est de dire, mais en fait, c'est les deux pièces d'une... En fait, la honte que tu fais porter à ceux qui n'y arrivent pas, elle va se retourner contre toi le jour où toi, tu n'y arriveras plus. Et en fait, personne n'a envie de vivre dans la honte. Parce que le jour où c'est toi qui a un accident de voiture, moi mes potes qui sont artisans, quand t'as 25 ans et que t'as de l'eau dans les genoux et que t'es carreleur, tu fais quoi ? Tu te mets en arrêt maladie et tu le dis à personne. Pendant 6 mois, t'es en arrêt maladie, tu te fais pas opérer parce que sinon ça va se voir, et personne sait que tu vas pas au boulot parce que c'est la honte. Mais putain, mais on n'a pas envie de vivre comme ça en fait. Mais il y a aussi un écart générationnel de ceux qui ont travaillé par exemple toute leur vie et qui reprocheraient aux jeunes, c'est qui est parfois une caricature, mais oui, mais leur disant eux ils ont comment... plus envie de travailler comme nous on a travaillé. Alors moi, je pense qu'il y a un truc de vrai là-dedans qui est aussi la victoire de l'individualisme. Et c'est vrai, les gens, moi, j'ai des potes qui disent je vais faire ça, je prends mon RSA, je prends mon chômage, je travaille 6 mois, machin. J'en ai des potes comme ça. Et je comprends que quand toi, tu t'es jamais posé la question, que tu as 60 berges, que tu as commencé à bosser à 14 ans, que tu t'es pas épargné, tu te dis c'est un peu abusé. Mais tu sais, c'est comme aux US sur cette grande conversation sur les prêts étudiants, enfin la dette étudiante. Tous les gens qui ont remboursé leur dette étudiante qui sont là, non mais attends, vous aussi, c'est comme le bizutage, genre moi j'ai pris cher donc toi tu vas prendre cher. Peut-être qu'à un moment ce serait bien qu'on ait une conversation collective sur en fait les gens à qui tu dis tu vas prendre cher, c'est tes enfants. Donc est-ce que tu as vraiment envie que tes enfants ils galèrent autant que toi ? Non, mais par contre, il faudrait créer un espace où tu peux conserver ta fierté tout en disant que tu as été exploité. Ça, c'est super dur. Quand ta fierté, elle vient du fait que t'as pas flanché, que tu t'es pas plaint, que t'as jamais rien demandé, alors que ça t'a coûté énormément. Quand les autres disent « mais moi, j'ai pas envie de vivre comme ça, en fait. Venez, on fait pas comme ça. » C'est dur, mais tu sais, c'est comme chez les meufs, quand t'es une nana qui a des enfants et que tu te plains ou que tu demandes de l'aide et tout, et que t'as ta grand-mère qui te dit « moi, à mon époque... Et t'es là « Ouais, t'étais plus heureuse ou pas ?» Ouais, mais dire non, ça veut dire quoi, du coup ?
Ça veut dire que tu t'es fait marcher dessus pendant... Mais personne n'a envie d'admettre ça, en fait. Donc, pour moi, ça revient à la conversation de comment est-ce qu'on a tort. Et comment est-ce qu'on dit, là, j'ai merdé. En fait, pour moi, c'est des conversations de couple qu'on a ou de meilleurs potes, intimes, qu'il faudrait qu'on arrive à avoir à un niveau collectif. Et c'est dur, je sais pas comment on fait une thérapie collective, mais moi, je pense que c'est ça qui nous attend. Je pense qu'on est multi-traumatisés dans les classes populaires rurales, qu'on ne sait plus où trouver notre fierté, où trouver notre estime de nous-mêmes, et que dans toute cette espèce de flou, on est en train de se faire bouffer par des gens qui n'ont pas nos intérêts à cœur, mais qui nous proposent une espèce de fierté toute packagée, toute faite. Je te relais une toute dernière question, Lumière, en 2 minutes avant de te libérer, qui est particulièrement intéressante, de quelqu'un qui nous dit « Je fais partie d'une liste de gauche pour les élections municipales dans une ville moyenne de droite et qui risque de basculer à l'extrême droite. Il m'arrive souvent d'avoir l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau. C'est très compliqué aujourd'hui d'afficher ses idées localement sans se prendre des torrents d'insultes. Comment reprendre du terrain médiatique ?» Difficile d'y répondre rapidement, mais... C'est dur. Déjà, il faut admettre que c'est dur. Et bravo de le faire, et merci. Parce que je crois que c'est ça qui nous attend, collectivement. C'est cette bagarre. Donc, je sais que c'est dur. Je pense que si on commence avec les valeurs et ce qu'on a en commun, c'est plus simple que si on commence avec les étiquettes. Moi, je l'ai vu quand je me suis présentée en 2022. J'ai commencé en candidate indépendante parce que comme je ne suis pas encartée et que les partis de gauche n'avaient pas encore géré leur projet, j'ai commencé à me présenter en octobre 2021 pour une élection en juin 2022. Donc, autant dire que tout le monde s'en foutait. C'était beaucoup plus simple. Parce que j'allais voir les gens en leur disant « Bon, demain, t'es président, t'as une baguette magique, c'est quoi la première chose que tu fais ?» Ils me disaient « Augmenter mon salaire. » J'étais là, ça tombe bien, c'est sur notre programme. Donc, peut-être que ce que j'aurais envie de dire à cette personne, c'est ne parlez pas des listes. Demandez aux gens, demain, t'es maire de la ville, c'est quoi le premier truc que tu fais ? Faites du porte-à-porte, nouez des liens avec des gens, trouvez des leaders d'opinion locaux qui vont pouvoir être le relais de votre parole. Et accepter que parfois on perd, mais qu'on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. On est sur une reconquête des cœurs et des esprits. Mais mettez-vous à la place de l'extrême droite. Les mecs, leur héritage, c'est la Shoah, la collaboration, l'Algérie française. Qui aurait parié un copec sur la capacité d'une espèce d'alliance, mais complètement lunaire, entre des monarchistes, des nazis, des réactionnaires, des racistes, des collaborateurs, la Ligue de l'humanité. De dire, ils sont pas d'accord entre eux. Il y en a un qui veut un roi, il y en a un qui veut un chef. On va vous mettre ensemble. C'est ce qu'a fait Jean-Marie Le Pen. Je vous conseille à tous le très bon podcast de Philippe Collin sur Jean-Marie Le Pen. Et on va gagner et on va devenir majoritaire. Personne. Mais 50 ans après, on en est là. Et donc, il n'y a pas de fatalité. Il faut un plan sur le long terme. Là, on va pas gagner en 2 jours. Les gens qui nous disent, non, mais moi, j'ai la recette magique pour que... C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ni les abstentionnistes qui votent plus depuis 10 ans, on va pas les refaire voter en une fois. Ni les gens qu'on a perdus dans d'autres partis, on va les faire revoter en une fois. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se battre jour après jour, brique après brique, pour regagner, encore une fois, la vision du monde. On parle même plus d'étiquette, là. Le sujet, c'est est-ce qu'on veut un monde où on est opposés les uns aux autres, où les autres sont des dangers, des ennemis, c'est l'extrême droite, où les autres sont des variables d'ajustement, des gens non nécessaires, genre quand on veut, on peut, moi je me fais tout seul, c'est le néolibéralisme, ou est-ce que les autres sont une force ? Et ça, c'est nous. Et tout ce beau monde que tu mentionnais il y a quelques instants comme étant la lie de l'humanité, on va en parler dans quelques instants. Avec Pierre Plotu, Maxime Massé, parce que pour combattre l'extrême droite, encore faut-il bien la connaître. Exactement. Et c'est ce qui n'est pas le cas de beaucoup des électeurs, d'ailleurs. On va s'y intéresser maintenant. Merci beaucoup Lumière d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Et merci beaucoup Lucie d'avoir été avec nous également. Et nous accueillons tout de suite Pierre Plotu et Maxime Massé qui vont prendre place juste ici, avec donc d'abord un flash des actualités de l'extrême droite du mois écoulé et du mois à venir également. Et puis après, je le disais tout à l'heure, avec Pierre et Maxime, on va revenir sur le rapport du chercheur Nicolas Lebourg qui s'est intéressé au profil des détenus d'extrême droite. On va donc parler de leur profil, de radicalisation, de terrorisme également d'extrême droite, car c'est une menace grandissante en France également. On va parler de tout cela donc avec Pierre et Maxime dans quelques minutes. Mais avant, donc je le disais, et donc comme d'habitude évidemment le chat, vous connaissez toujours le principe, vous pouvez nous relayer toutes vos questions dans le chat et puis je les partage ensuite à Pierre et Maxime. Désolé, je vois maintenant que j'ai raté certaines de vos questions là pour Lumière, mais en même temps vous êtes réveillés un peu tard, je dois dire, parce que début de la discussion il n'y avait pas beaucoup de questions, vous avez posé toutes vos questions à la fin, je suis désolé. C'est dur, Manu. Ce sera pour la prochaine fois. Et j'en profite aussi pour vous dire d'ores et déjà que la rediffusion de ces discussions, de ces différentes parties de discussion de l'émission seront disponibles sur YouTube très prochainement, et vous pouvez retrouver aussi toutes les autres discussions de notre émission frontale d'ores et déjà sur notre chaîne YouTube. Alors
Alors, j'accueille tout de suite Pierre Plotu et Maxime Massé. Salut. Comment vas-tu, Maxime ? Eh ben ça va bien et toi Manu ? Très bien, merci d'être avec nous. Je t'en prie. Et puis également Pierre Plotu qui fait son grand retour dans l'émission Frontale. Eh oui, il faut bien laisser des jeunes pousses essayer de percer, hein, Nicolas Massol, si tu nous regardes. Nicolas Massol qui était avec nous lors de la dernière émission, qui n'est pas là ce soir. Vous vous relayez finalement, tous les journalistes de la cellule Frontale y passent. Oui, ça fait plaisir. Il est ce soir pour couvrir l'événement de Jordan Bardella qui est à Vesoul où il a été enfariné et ça a été visiblement assez mouvementé, ouais. Ah, et ben on aura l'occasion de suivre et de s'informer sur cela dans Libération avec le reportage et les articles de Nicolas Massol. Et donc tout de suite, je le disais, on va passer au flash des actualités de l'extrême droite, puisque c'est le principe un petit peu de chacune de ces émissions frontales. Et on va commencer par un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Le samedi 15 novembre, à Verdun, une petite association d'extrême droite a fait célébrer une messe en hommage à Pétain. Alors oui, les faits ont lieu samedi, c'était dans une petite église à Verdun. À la manœuvre, il y a une vieille association qui s'appelle l'Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, la DMP. Vous noterez qu'eux l'appellent toujours maréchal Pétain, hein, même s'il a été déchu, dégradé de son titre à cause d'une peine d'indignité nationale pour collaboration. Eux en défendent la mémoire, ils ont été fondés en 1951, et donc ils veulent réhabiliter le passé du maréchal Pétain, de Pétain, pardon. En axant surtout le côté grand homme de la Première Guerre mondiale, en occultant complètement le côté collabo ou alors en le timorant, etc. Bref, en lui-même, l'événement n'a réuni qu'une vingtaine de personnes, une vingtaine de membres de cette association. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Il y a eu également quelques militants ultranationalistes du Parti de la France, on les a vus, qui étaient devant l'église, qui sont venus provoquer la centaine de contre-manifestants, dont le maire de Verdun. Et d'ailleurs, l'un d'eux est la cible désormais d'une plainte qui a été déposée pour des propos négationnistes, une apologie en tout cas du maréchal Pétain. Et du coup tout ça s'est passé très tranquillement ? Alors non, parce que d'abord il y a eu les événements avant. L'Église catholique, par la voix de l'archevêque de Metz, avait autorisé la messe, mais le maire, comme vient de l'expliquer Pierre, avait immédiatement pris un arrêté d'interdiction parce qu'il voulait absolument pas que dans sa ville se déroule cet hommage nauséabond. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après, les pétainistes, en fait, ont déposé un recours devant le tribunal administratif qui leur a donné raison. Le problème avec les fans de Philippe Pétain, c'est qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de dire des horreurs révisionnistes à chaque fois qu'ils sortent. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce qu'il y avait quand même beaucoup de presse qui était sur le parvis de l'église, et en sortant, le président de l'association, Jacques Boncopain, en fait, il a expliqué à la presse que Pétain avait été, soi-disant, le premier résistant de France, qu'il avait sauvé 700 000 juifs. Alors, déjà, il y a un problème de chiffres, parce que si on reprend ceux du mémorial de la Shoah, il y a entre 300 000 et 340 000 juifs en France métropolitaine en 1940. Et évidemment, ces propos ont été entendus par le préfet qui a déposé une plainte et le parquet s'est saisi, a ouvert une enquête pour ces propos négationnistes. Et ce n'est pas le seul dictateur d'extrême droite que l'extrême droite a voulu défendre et célébrer ce mois-ci. Oui, non, malheureusement. Alors c'était une autre cérémonie, également une messe. Cette fois, c'était à Paris. Ça devait se dérouler samedi-là qui arrive, le 29, dans le 5e arrondissement. Cette fois, c'était en hommage à Francisco Franco et également José Antonio Primo de Rivera, le fondateur de la milice fasciste La Phalange en Espagne. Donc l'événement devait avoir lieu dans cette petite chapelle. Malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, le sénateur communiste de Paris, Yann Brossat, s'en est emparé, a clamé son indignation et a raison sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Ça a créé un mouvement, il y a eu déjà des premières presses, etc. Et ça a poussé, surtout que la cérémonie à Pétain datait de quelques jours, ça a poussé les organisateurs à renoncer, en tout cas pour le moment, parce que la cérémonie n'a pas été annulée. On dit les organisateurs, on a pu parler avec des gens qui étaient en contact avec eux. A priori, elle est plutôt reportée pour le moment. Et on sait qui était derrière cette cérémonie ? Alors oui, nous à Libé, on a enquêté. Et en fait, derrière cette messe, on trouve une petite association qui s'appelle le Cercle Franco-Hispanique. Alors, c'est clairement une association d'extrême droite. Elle a été fondée en 1984 par un type qui s'appelle Olivier Grimaldi. Alors lui, c'est un ancien militant du Parti des Forces Nouvelles. C'est une petite formation néofasciste qui en fait a fait scission
du Front National de Jean-Marie Le Pen dans les années 70. Et après, en fait, il va créer cette petite association, le Cercle Franco-Hispanique. Alors, qu'est-ce qu'ils font, le Cercle Franco-Hispanique, à part célébrer chaque année, en fait, une messe à la mémoire de Franco et de Primo de Rivera, parce que là, on s'est insurgé, mais ils le font tous les ans. Ils ont aussi un volet français, et par exemple, le 6 février, donc qui est à la fois la date de la tentative de coup d'État des Ligues contre l'Assemblée nationale, mais aussi celle de l'exécution de Robert Brasillac, donc un collaborationniste notoire qui avait été exécuté à la Libération pour des faits de collaboration. Et lui, ils leur rendent hommage chaque année. Alors, Olivier Grimaldi, il est mort en 2014, donc c'est sa veuve, Hélène Grimaldi, qui a pris la suite. Et pour montrer un tout petit peu l'ancrage de cette dame au sein de l'extrême droite radicale, en fait, on la retrouvait aux élections européennes, les dernières élections européennes, sur la liste qui était menée par Pierre-Marie Bonneau. Alors, Pierre-Marie Bonneau, c'est un avocat militant d'extrême droite ultranationaliste qui menait une liste qui s'appelait Forteresse Europe. Alors, ça nous renvoie en fait à ce que les Allemands appelaient Festung Europa, c'est-à-dire l'Europe imprenable qu'ils comptaient créer à l'apogée du Troisième Reich. Et puisqu'on en est au groupuscule, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui s'est passé la semaine dernière? C'était du côté de Lorient avec une agression de militants de gauche. Oui, alors pour bien raconter cette agression, il faut quand même revenir sur le contexte, le fameux contexte, sans vouloir faire trop des références. En fait, le week-end, donc on est la semaine dernière, dans le week-end, sur l'université, le campus de l'université de Bretagne Sud, il y avait eu beaucoup en tout cas de tags qui avaient été apposés un peu partout, des croix celtiques, des symboles néofascistes et également des menaces portée nommément contre une militante de gauche du coin. Et donc, cette militante, avec des camarades, a décidé de venir essayer de les effacer, d'en recouvrir certains, etc. Et en fait, le soir venu, donc on est la semaine dernière, elle vient avec des camarades pour effacer ces tags, et sur place, les attendent. Alors, des militants d'extrême droite, ils sont pas très durs à repérer, on a vu les images qui ont été tournées sur place. Certains, il y en a un, par exemple, qui a des para-boots coqués avec les lacets blancs. C'est vraiment un vieux code de skinhead hérité des années 70-80. Ils sont masqués, ils sont armés, ils ont des matraques télescopiques, ils ont des gazeuses, etc. Et ils les agressent. Ça a été extrêmement violent. Il y avait 9 personnes, incluant cette militante de gauche qui était venue effacer les tags. Les 9 ont été blessés. Et il y a au moins 6 plaintes qui ont été déposées. Alors évidemment, sans surprise, en fait, les agresseurs étaient membres d'un groupuscule dont on a parlé la dernière fois, la Digue, un groupuscule néofasciste qui s'est implanté à Lorient et dans les environs. Alors comment on le sait? Parce qu'en fait, 3 d'entre eux ont été interpellés, dont leur chef, Briègluse, est placé en garde à vue. Alors Briègluse, c'est un jeune homme qui est bien connu de nos services, comme disent la police, parce que nous, à Libération... Ou David Dufresne sur le poste. C'est ça. Nous, à Libération, en fait, on l'a vu en mai dernier porter un drapeau lors du CNFM, donc vous savez, cette grande manifestation néofasciste qui se déroule tous les ans à Paris. Et parmi leurs derniers exploits, en fait, ils sont soupçonnés d'avoir dérobé en juin dernier des livres dans une bibliothèque à côté de Lorient, à Lanester, pour ceux qui connaissent, des livres qu'ils jugeaient trop woke. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ces livres? En fait, ils ont été les brûler sur une plage. Ils se sont filmés en train de le faire, et en diffusant cette vidéo, en arrière-plan de eux en train de brûler ces livres, ils ont mis des images des autodafés nazis, ce qui nous donne à peu près le courant politique dans lequel ils se situent. Le contexte. Et sur le front politique, parmi les actus de la semaine, il y a donc Marine Le Pen qui, elle, s'obstine à expliquer qu'elle sera candidate en 2027, malgré, on le rappelle, sa première condamnation dans l'affaire des assistants parlementaires et son procès en appel qui débute là dans 2 mois, en janvier. C'est ça, en fait, la vraie patronne du RN, elle désarme pas. Elle a donné une interview à Ouest France ce week-end où elle réaffirme en fait ses ambitions pour 2027, mais quand même elle concède que son sort est un peu suspendu à la décision que devra rendre la justice en appel. Alors c'est quand même une petite inflexion parce que en fait elle avait expliqué au cours du mois de juin dernier que si elle pouvait pas y aller, ce serait probablement Jordan Bardella. Et en parlant de la présidentielle, il y a aussi l'actu de l'extrême droite sur le mois écoulé. C'est aussi celle de la droite, en fait, avec Laurent Wauquiez notamment qui s'active, qui essaye d'imposer une primaire qui irait de son camp jusqu'à Éric Zemmour, donc jusqu'à l'extrême droite la plus radicale. Alors, on est d'accord, ils se sont rencontrés déjà en secret, initialement, en tout cas ils ont essayé que ce soit secret, Éric Zemmour et Laurent Wauquiez, ça a fuité parce que c'était à l'Assemblée nationale et on a connu des méthodes plus discrètes.
C'est à se demander d'ailleurs si le but c'était pas que ça filtre. Si Wauquiez fait ça, c'est essentiellement dans le but de damer le pion de son rival, Retailleau, qui est en position de force à l'intérieur de son camp. Il a écrasé à la primaire de LR. Complètement. Mais c'est aussi un nouveau signe. C'est pour ça qu'on vous en parle, c'est pour ça qu'on le documente de près à la Libération, au service politique, parce que, en fait, ça fait des mois qu'on voit la digue comme ça contre l'extrême droite qui est en train de s'effriter, voire même de s'effondrer complètement. Et cette initiative de Laurent Wauquiez, qui est quand même le chef, le patron du groupe à l'Assemblée nationale, finalement, à part des sourcils qui se haussent ou des gens qui regardent ailleurs, ça soulève pas beaucoup d'indignation chez les héritiers du gaullisme. Et pour terminer ce flash d'actualité, un peu comme d'habitude, on va parler des actualités du mois à venir de l'extrême droite. Quelles sont-elles ? Alors oui, encore une fois, avec l'extrême droite, on a surtout un calendrier judiciaire, donc tu en as parlé. Le premier, le 11 décembre, on a l'appel des violences commises par les OAV Paris, par des militants d'extrême droite, dans la salle du meeting d'Éric Zemmour le 5 décembre 2021. C'était le grand meeting de lancement de sa campagne présidentielle. Des militants, des activistes de SOS Racisme avaient eu l'outrecuidance, visiblement, de venir dire non au racisme. Ils avaient sur leur t-shirt des lettres qui formaient non au racisme. Ils se sont fait littéralement tabasser par des hordes de nervis, mais pas seulement, aussi des participants, des gens qui étaient juste venus regarder le meeting. Hommes, femmes, tout le monde s'est fait tabasser, il y a eu des blessés. On a tous en tête, je pense, c'est l'image de cette jeune femme qui a du sang sur le visage, qui est interrogée à la sortie du meeting. Voilà, leur procès en appel, parce qu'ils avaient été condamnés, notamment Marc de Cacré-Valmenier, le militant violent le plus connu de France désormais, à 18 mois d'emprisonnement, dont 9 avec sursis. Son co-accusé avait écopé de 10 mois de prison de sursis. Et c'est là le principal souci de ce procès, c'est qu'en fait, il n'y a que 2 accusés dans le box. Les victimes, elles, trouvent que, se demandent en tout cas si l'enquête n'aurait pas été bâclée, si l'enquête a été correctement menée, parce qu'il y a des images de partout. Il y a plein de gens qui sont assez facilement reconnaissables, que ce soit avant, pendant ou après, et pourtant, face à elles, aujourd'hui, qui sont accusés, présumés innocents bien évidemment, mais qui sont accusés, qui doivent répondre de ces violences, il n'y a que 2 personnes. Voilà, et ensuite, le 18, encore un procès, encore des violences d'extrême droite, puisqu'en fait, ce sera le procès de membre d'un petit groupuscule qui s'appelle Patria Albigès. C'est un petit groupuscule identitaire qui opère sur Albi depuis quelques années. Et en fait, en avril dernier, dans la nuit du 25 au 26, il y a une bande de ces nervis qui ont attaqué un bar. Alors, on en parlait beaucoup depuis qu'on fait ces émissions frontales de ces attaques de bar. Et ils se sont attaqués aux clients d'un bar parce qu'en fait, ils voulaient attraper un militant de gauche qui était tranquillement en train de passer une soirée. Donc, ils se sont jetés sur la terrasse du bar. Il y a des clients qui ont essayé de s'interposer, de protéger la personne qui était la cible de ces militants d'extrême droite. Il y a eu plusieurs blessés au cours de cette empoignade, alors que les gens essayaient d'empêcher un lynchage. Il y a une personne, une femme d'une 60aine d'années qui a pris plusieurs coups de poing dans le visage. Et donc du coup, il y a eu une série d'interpellations en septembre dernier et ces gens-là seront jugés le 18 décembre. Alors la petite particularité de ce groupuscule, c'est qu'il est en partie dirigé par un jeune homme qui s'appelle Clément Cabrolier. Et Clément Cabrolier, c'est pas n'importe qui, puisque c'est le fils du député RN de la circonscription d'Albi. Eh bien, merci messieurs pour ce petit flash toujours réjouissant. Oui, grosse ambiance. Des actualités liées à l'extrême droite. D'ailleurs, je vous relève juste une petite question avant de passer à notre prochaine partie, parce que quelqu'un nous demandait, alors ça va peut-être vous surprendre, une question, tac, je ne la retrouve plus mais je l'ai toujours en tête, qui nous demandait, a-t-on des nouvelles de Gros Lardon ? Alors oui, on en a parlé aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est assez étonnant. Peut-être que c'est quelqu'un... C'est pour ça je pense qu'il pose la question. En fait, aujourd'hui, il y a eu à la Sorbonne, la direction qui s'est insurgée et qui a ouvert une enquête, merci, interne, parce que pendant un cours, donc il y avait un nuage de mots comme ça qui était projeté, et c'est un nuage de mots qui était basé sur un questionnaire envoyé aux étudiants, auquel ils devaient répondre visiblement anonymement. On n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, c'est vraiment très frais. Et ce nuage de mots, quand il s'est affiché, il y avait des mots comme Hitler, une croix gammée,
il y avait Vincent Renoir et libéré Maurice Papon, et également au milieu libéré Gros Lardon. Alors Gros Lardon, pour resituer rapidement quand même qui c'est, parce que c'est Léo Rivière-Prost, c'est un jeune homme qui avait déjà été interpellé, qui a été jugé. Alors ils ont été relaxés parce qu'il y a eu un vice de procédure, mais pour la descente raciste le soir du match de Coupe du Monde France-Maroc à Paris sur les Champs-Élysées, vous savez, cette fameuse ambiance où il y avait une trentaine de types en noir comme ça, cagoulés, etc. Il y avait un sac dans lequel il y avait des gazeuses, des matraques télescopiques, des points américains, machin. Il était dans ce dossier-là et il était également à Romans-sur-Isère. Voilà, il était considéré comme le chef de cette descente hyper violente après la mort de Thomas Perotto, cette centaine de militants d'extrême droite qui s'étaient réunis pour en fait descendre sur le quartier de la Monnaie, dont seraient originaires les principaux suspects du meurtre de Thomas Perotto. Et ils avaient heureusement été interceptés par des forces de police avant qu'ils puissent rentrer dans le quartier. Il y avait eu des affrontements entre les forces de l'ordre et ces militants d'extrême droite, ceux qui aiment tant la police pourtant d'habitude. Et après plusieurs enquêtes qui avaient été menées à la fois par des confrères et nous-mêmes et les forces de l'ordre, en fait on s'était rendu compte que Léo Rivière-Prost était probablement le principal organisateur de cette manifestation, enfin de cette ratonnade, on ne va pas utiliser le mot manifestation. Et tout de suite, donc après avoir fait ce flash des actualités de l'extrême droite, eh bien on va s'intéresser à au rapport du chercheur Nicolas Lebourg sur les détenus d'extrême droite. On va donc parler profil de ces détenus, de radicalisation et de terrorisme avec vous deux, Pierre et Maxime. Et pour commencer, pour bien comprendre de quoi on parle, est-ce que vous pourriez nous expliquer qui est Nicolas Lebourg et quel est ce rapport ? Oui. Alors déjà, qui est Nicolas Lebourg ? Parce que je pense que c'est important quand on regarde un rapport de savoir qui l'a produit. C'est quand même un historien spécialiste de l'extrême droite. Il est chercheur. Alors attendez, je reprends mes petites notes parce que c'est un tout petit peu complexe. Il est chercheur au Centre d'études politiques pour l'Europe latine, le CEPEL à l'Université de Montpellier. Il est également membre du, excusez mon anglais, Project on the Transnational History of the Far Right de l'Institute for European, Russian and Eurasian Studies, l'IERS, à l'université George Washington. Nicolas Lebourg, on lui doit aussi notamment un livre sur François Duprat, qui est le père du nationalisme révolutionnaire. C'est vraiment le cœur de son expertise, mais il a aussi beaucoup travaillé. Il a écrit des livres, il a produit des rapports extrêmement fouillés et intéressants. Je vous invite à vous y intéresser, sur les violences politiques, les différentes facettes aussi de la mouvance d'extrême droite, toujours les violences politiques d'extrême droite, mais aussi les différentes facettes de la mouvance en France, en Europe. Bref, ça fait très longtemps qu'il travaille sur ce sujet, il le connaît par cœur, et ses travaux font référence, c'est d'ailleurs pour ça que l'administration pénitentiaire va le chercher pour produire ce rapport. Voilà, en fait, c'est donc un rapport de l'administration pénitentiaire sur la question de la radicalisation à l'extrême droite. Et donc, qu'est-ce que... Oui, j'ai réussi à pas répondre à la question, excuse-moi. Non, vous l'avez fait en 2 temps. C'est ça, j'ai fait un CV et voilà. Et donc, on va essayer de comprendre ce que nous apprend ce rapport. Déjà, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire quelle est la part de ces détenus radicalisés d'extrême droite ? Est-ce que c'est une part qui est en progression ces dernières années ? Alors, d'une part, il faut évidemment partir du principe que parmi les milliers de personnes qui sont sous écrou en France, les détenus radicalisés à l'extrême droite ou non représentent une infime minorité. Et au sein de ces détenus radicalisés, il y a 2 grandes tendances majeures. Il y a évidemment les détenus radicalisés djihadistes qui représentent une immense majorité des détenus radicalisés, mais aussi ces détenus d'extrême droite dont le nombre est en constante augmentation depuis à peu près une quinzaine d'années. C'est ça, on comptait à une époque... en fait, l'administration pénitentiaire communique pas sur ces chiffres. Et il y a une part, c'est quelque chose qui est normal. Enfin, je veux dire, l'étape de la prison ne doit pas rester non plus une marque au fer rouge à vie. Par contre, elle communique parfois comme ça sur des personnes incarcérées pour ces motifs-là, ou en lien avec ces motifs-là à un instant T. Et on est passé, effectivement, il y a 15-20 ans, ça se comptait sur, alors je vais pas dire les doigts d'une main, parce que n'exagérons rien, mais on était dans cet ordre d'idée de quelques unités. Aujourd'hui, on compte en plusieurs dizaines. Là, le rapport de Nicolas Lebourg, par exemple, il porte sur 104 personnes, 104 des personnes qui, sur les 2 ans de son étude, sont passées derrière les barreaux, ont eu affaire à la justice, aux forces de l'ordre, ont été arrêtées pour des motifs, alors on le détaillera après, mais de terrorisme ou d'activisme violent d'extrême droite. D'ailleurs, pas seulement violent, parce qu'il y a aussi des théoriciens, des idéologues. Voilà.
Alors, juste une petite précision. Donc, l'étude de Nicolas Lebroy, elle remonte à 2017. Non, elle fait 2022-2024. Non, mais parmi les personnes arrêtées, il y a Oui. des gens qui ont été arrêtés en 2017. En 2017, oui, pardon. On nous demande comment explique-t-on l'augmentation des détenus d'extrême droite. On ne les mesurait pas avant, point d'interrogation. Est-ce qu'il y a plus de groupuscules violents? Est-ce qu'ils sont plus poursuivis par la police? Et est-ce qu'ils sont plus actifs et violents? Beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre pas à tout, parce que heureusement Maxime est là. On les a toujours comptés. Historiquement, par exemple, il y a toute une partie du rapport qui est aussi... parce que ce rapport, quand même, il faut le dire, c'est l'administration pénitentiaire qui le commande. Nous, on a pu le consulter une fois qu'il a été rendu. On n'est pas dans le secret des dieux, on n'a pas... on connaît la démarche, tout est expliqué. C'est un rapport qui fait plus de 80 pages, qui est extrêmement complet, fourni, qui a été fait par un chercheur, historien, machin. Il y a toute une partie du rapport, l'administration pénitentiaire, le commande parce que, en fait, elle se retrouve confrontée à cette vague de gens qui sont incarcérés pour un motif qui, finalement, n'était plus un sujet. Ça redevient un sujet. Comment on le gère? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les met... C'est des questions qui sont abordées, parce qu'il faut tout aborder dans le rapport, mais est-ce qu'il faut, par exemple, puisque ce sont des radicalisés, est-ce qu'on les met avec les autres radicalisés, les islamistes ou que sais-je? Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Le rapport revient notamment sur ces prisonniers de l'OAS, par exemple. Donc on est plutôt dans les années 60, 70 en France. Ces gens qui militent, qui commettent des attentats au nom de la cause de conserver l'Algérie française à cette époque. Et donc, ils ont ce statut qui était très particulier à l'époque. On différenciait le droit commun du détenu dit politique, pardon pour le micro, en lien en tout cas avec un activisme et qui avait des facilités dans son incarcération. Ils avaient un accès plus facile à la presse. Ils avaient plus de parloirs. Ils avaient la possibilité de pouvoir se réunir entre eux, d'avoir les clés de leur cellule ou qu'elles soient ouvertes, d'avoir des promenades en commun, de ne pas d'être isolé du reste. Et en fait, ça répond à la question, mais pour développer un tout petit peu, c'est pas une bonne idée, ce statut, parce qu'en fait, ça crée aussi des ruptures d'égalité avec les autres détenus. Pourquoi quelqu'un qui a voulu commettre un attentat au nom d'une cause, raciste en l'occurrence, aurait accès à plus de parloirs, aurait plus de facilités ou autre? Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est qu'a été constaté à l'époque la création le renforcement d'un sentiment d'appartenance, de corps, de faire corps, parce qu'en fait, c'était presque devenu une étape dans la militance de l'OAS, d'aller en prison, de se retrouver avec les autres, des gens qui étaient là parfois pour beaucoup plus longtemps, parce qu'ils avaient commis des faits beaucoup plus graves, ou reconnus coupables, de faits beaucoup plus graves, et donc il y avait aussi une forme de hiérarchie, d'appartenance, de formation, de réseautage, etc. Tout ce qu'on reproche par exemple au narcotrafic, au grand banditisme, et que ça paraît tout à fait logique, c'est aussi vrai dans ces cas-là. Et dans l'action, il y avait aussi de savoir si les raisons pour lesquelles cette part était en augmentation, avec notamment de se questionner sur le fait que est-ce que la police poursuit plus les individus auteurs de violences politiques liées à l'extrême droite ou pas? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Alors déjà, il faut reconnaître qu'en France, on ne reconnaît pas pénalement le qualificatif de violence politique, ce qui pose un problème. Alors généralement, quand les violences sont assorties de circonstances aggravantes, notamment en raison de l'identité sexuelle des personnes, de l'orientation, leur religion réelle ou supposée, c'est ce qui permet généralement de qualifier les violences politiques. Alors franchement, je vais être très honnête, est-ce que on poursuit plus? Moi, j'ai pas de chiffres qui l'attestent. Je peux pas assurer qu'on poursuit plus désormais ou on est plus laxiste qu'avant. Donc sur ce point-là, je voudrais pas du tout induire en erreur notre sympathique viewer. Donc je vais pas répondre à cette question. Alors par contre, il y a quelque chose que peut-être qu'on peut... Déjà, c'est pas la police qui poursuit, c'est la police mène des enquêtes et c'est la justice qui poursuit. Nous, quand on a commencé il y a quelques années encore, on traitait de la violence politique, beaucoup. Par exemple avec les Zouaves Paris, on a parlé tout à l'heure de Villepinte, mais avant il y avait eu les Gilets jaunes, ce qui se passait, etc. Et en fait, en continuant à suivre, à couvrir professionnellement, c'est notre métier, la même mouvance, on est amené de plus en plus à aller au tribunal. Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de violence ?
Probablement. Est-ce que c'est parce que ces violences sont de moins en moins tolérées, parce qu'elles sont trop nombreuses, parce qu'elles sont trop violentes, parce qu'elles sont de plus en plus commises par les mêmes, ou que sais-je? Peut-être. En tout cas, voilà, avec Maxime, on se fait souvent la blague. On a commencé dans la rue, on finit au tribunal. Il y a une question intéressante dans le chat qui porte sur la thématique de la manière dont sont influencés ces détenus là, d'extrême droite en prison. Et donc quelqu'un demande si le rapport s'est intéressé aux médias utilisés par ces détenus. Alors, le rapport aborde cette question-là dans les grandes lignes, mais je pense qu'avant d'expliquer la question du process de radicalisation, il faut expliquer en fait qui sont ces 104 détenus et surtout le fait qu'ils sont divisés en 2 catégories. Alors, il y a 53 personnes qui sont considérées comme des terroristes d'ultra-droite. Alors, évidemment, c'est du langage policier. Nous, à l'IB, on n'aime pas trop utiliser le terme ultra-droite, mais bon, là, on va l'utiliser parce que c'est celui qui est utilisé dans le rapport. Il y a donc 53 terroristes d'ultra-droite et 51 activistes violents. Alors, activistes violents, ça peut aller par exemple, de Marc de Cacré-Valmeunier, dont on parlait tout à l'heure, qui a agressé des gens de façon... On ne dit pas qu'il est dans le rapport. On ne dit pas qu'il est dans le rapport, hein, mais c'est un exemple. Encore une fois, c'est un rapport qui est anonymisé sur les personnes. Hein. On n'a évidemment pas les identités de toutes les personnes. Bon, il y a certaines personnes qu'on connaît quand même, qu'on connaît un petit peu en ayant travaillé sur ces questions. Voilà. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a 2 influences il y a plutôt 3 groupes d'influence. Il y a la première catégorie dont on va parler tout de suite, ce sont les activistes d'extrême droite. Les activistes d'extrême droite violents, eux, ils sont plutôt jeunes. L'immense majorité est née en fait entre 1989 et 2009 et ils font presque tous partie de groupuscules installés dont on parlait la dernière fois. Donc eux, leur radicalisation, elle vient surtout du groupe. C'est pas des gens qui sont extrêmement influencés par les réseaux sociaux ou par différents médias, même si ça participe de leur construction personnelle. Ils utilisent plutôt ces médias-là et ces réseaux sociaux pour faire leur propagande. À la différence des terroristes d'extrême droite, qui eux sont divisés plutôt en 2 groupes, ceux qui sont un peu plus âgés ont plutôt tendance à être radicalisés. Nous, on l'a vu avec Pierre en allant à des procès par en fait la presse mainstream d'extrême droite. Que ça peut être CNews, Éric Zemmour. C'est des choses qui reviennent dans des procès où quand il y a de l'enquête de personnalité au début, on te demande mais comment vous en êtes arrivé là. Il y a beaucoup de gens qui citent les émissions d'Éric Zemmour. Donc ces gens-là, et aussi par des réseaux sociaux, on va dire, un peu plus boomers comme Facebook. Et il y a toute la part des jeunes terroristes d'extrême droite, eux qui sont beaucoup influencés par Telegram. Parce que sur Telegram, il y a énormément de propagande terroriste d'extrême droite, notamment venant du monde anglo-saxon, mais des États-Unis précisément. Et c'est là plutôt que se trouve la source de leur radicalisation. Juste une toute petite question. Quelqu'un demande pourquoi est-ce que le terme ultra-droite pose problème ? C'est un terme policier. En fait, en France, il n'y a pas de police politique, au sens premier du terme. On juge pas les gens, en tout cas, on les fiche pas sur leurs idées. Du coup, les services de renseignement, parce que bon, il y avait quand même un contexte ou en tout cas une volonté d'enquêter, de suivre, de surveiller des gens qui sont politiques, ont été inventés les termes policiers, ultra-droite et ultra-gauche, notamment, qui visent justement, en fait, qui désignent, dans le jargon policier, encore une fois, la mouvance d'extrême droite à potentialité violente. C'est pour ça que, par exemple, quand la DGSI donne des chiffres sur c'est quoi l'ultra-droite en France, souvent on a cet étiage d'environ 5000 personnes, dont 3000, enfin 1500, 3000, pareil, ça évolue et ça dépend où on place le curseur au final, qui serait à potentialité réellement violente, dont on craint un passage à l'acte. Le reste, c'est plutôt des suiveurs, etc. Donc nous, on est journalistes, on n'est pas policiers, on ne parle pas d'ultra-droite, mais bien d'extrême-droite radicale. Et j'ajouterais très rapidement que en fait, ce qui nous gêne aussi dans la question de l'ultra-droite, c'est que ça crée en fait une espèce de barrière entre l'extrême-droite qui serait parlementaire et non violente et l'ultra-droite qui serait extra-parlementaire et violente. Or, on l'a vu notamment dans l'attaque de la mosquée de Bayonne par un octogénaire qui a fait 2 blessés. Claude Cinquet. Claude Cinquet était un ancien cadre du Front National.
ce qui montre qu'en fait il n'y a pas d'un côté les méchants des groupuscules et les terroristes. D'ailleurs, dans les 53 personnes qui sont classées dans le rapport de Nicolas Lebourg comme terroristes d'extrême droite, il y a des gens qui se disent en tout cas aussi appartenir à des partis de la droite, on va dire traditionnelle et conservatrice. Qui se considèrent comme des héritiers du gaullisme. Voilà, qui se considèrent comme des héritiers du gaullisme et qui ont eu leur carte au RPR. Voilà. Complètement. Donc c'est pour ça que nous, on préfère utiliser le vocable d'extrême droite parlementaire et d'extrême droite radicale. Et on peut à la fois, il y a des ponts, il y a des liens entre les deux, mais on ne veut pas différencier des gens qui seraient par nature violents et d'autres qui seraient par nature pacifistes. Sur les profils des détenus, quelle est la part des femmes dans ces détenus ? Alors les femmes, en fait, elles représentent à peu près 10% du corpus que Nicolas Lebourg a étudié. Alors ça peut paraître extrêmement peu, mais en soi, c'est très nouveau. Lorsque lui est remonté dans les archives pour savoir combien il y avait de femmes qui étaient internées pour des actes politique d'extrême droite, en fait il fallait, pour retrouver le même nombre de femmes, remonter aux années d'après-guerre, donc des gens qui ont été enfermés pour des faits de collaboration. Donc ça c'est une nouveauté. C'est aussi leur profil qui est un peu nouveau, parce que généralement c'est des femmes plutôt âgées qui sont issues d'un milieu social moyen, qui sont pas du tout des personnes marginales, et on les retrouve essentiellement chez les terroristes. Il y a très peu de femmes chez les activistes violents. Et dans ces profils, on retrouve aussi ce qu'on appelle parfois des accélérationnistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, là, ce terme d'accélérationniste ? Oui, alors comme son nom l'indique très bien, l'accélérationniste vise à accélérer. C'est une idée, une pensée qui apparaît au mi-temps des années 2010, qui vient plutôt des États-Unis, enfin qui vient même très clairement des États-Unis, et qui vise donc à précipiter cette chute, cet effondrement, cette guerre civile raciale qui est craint ou espéré par la mouvance, qui vise aussi, en fait, comment la précipiter, en enclenchant un cycle de violence-représailles, à même de finir par dégénérer. Soit les autorités devront prendre position et prendre des mesures extrêmement fortes, violentes, espère-t-il, ou alors une guerre civile. Ces gens ont cru, en France en tout cas, c'est typiquement ces gens qui, au lendemain des attentats de l'année 2015, qui a été marquée par toute une série d'attentats, on retient Charlie Hebdo, bien évidemment, le 7 janvier, en début d'année, quoique dans la mouvance, finalement, Charlie Hebdo, c'est pas tant resté, et qui se finit avec les attaques de Paris et de Saint-Denis, le Bataclan, ce qu'on appelle typiquement. Eux espéraient que, voilà, pour eux, c'était le premier acte de cette guerre. Il fallait s'organiser. D'ailleurs, on le retrouve énormément dans tous les dossiers, mais peut-être on le développera après, dans tous les dossiers terroristes qui ont été jugés depuis. Il y a aussi quelque chose qui est une espèce de nihilisme, une violence vraiment profonde, presque kamikaze, qui relève presque de l'ordre du kamikaze, ou en tout cas du martyr. La volonté sacrificielle, en tout cas. Voilà. Alors bon, il y a bien évidemment un attrait extrêmement marqué pour le plus radical, le mysticisme nazi, des choses comme ça qui sont extrêmement dures, mais il y a aussi la création, et ça c'est vraiment frappant, parce que ça résonne vraiment avec ce que font les islamistes, par exemple. C'est toute cette martyrologie, le fait d'ériger au rang de saints les gens qui sont passés à l'acte au nom de la cause. Donc on parle d'Anders Breivik, on parle de Brenton Tarrant, on parle de tous ces gens qui ont massacré des dizaines et des dizaines d'innocents, qui en ont blessé encore plus partout à travers le monde ces dernières années, au nom de quelque chose qui est fondamental dans l'idéologie accélérationniste, c'est-à-dire la défense du monde blanc. Je reviens sur ce que tu viens de dire là il y a quelques instants aussi, sur l'impact qu'ont pu avoir les attentats du 13 novembre 2015. Ça veut dire, et c'est ce qu'on constate avec ce rapport, que ces événements-là ont participé à la radicalisation aussi de militants, d'activistes d'extrême droite ?
Oui, complètement. En fait, il y a une espèce de volonté de riposte ou de revanche après les attentats pour tout un tas de gens qui vont rentrer dans la catégorie des terroristes d'extrême droite. Notamment, par exemple, le groupe AFO. Au sein du groupe AFO, donc Action des forces opérationnelles, qui ont été condamnés en septembre dernier. Donc c'était un groupe de personnes plutôt âgées, plutôt aux alentours, pour leur plus grand nombre, plutôt aux alentours de la quarantaine, cinquantaine, même s'il y a des gens plus jeunes qui font partie de ce groupuscule, voire même des gens plus âgés. Ouais, il y en a aussi. Voilà, des gens, les chefs, les chefs sont vraiment âgés, c'est des personnes retraitées. Eux, en fait, ils vivent les attentats du 13 novembre, évidemment, comme un traumatisme, comme l'ensemble de la population, mais pour eux, c'est effectivement, comme dit Pierre, le déclenchement de quelque chose. Il faut immédiatement se venger, en fait. Se venger contre les gens qui nous assaillent. Et pour eux, les gens qui nous assaillent, c'est pas les djihadistes, c'est l'ensemble de la population musulmane en France, et même pas seulement musulmane, immigrés d'origine extra-européenne. Et ça, c'est hyper important chez eux dans leur construction. Alors, il y en a d'ailleurs qui ont des proches, qui sont victimes des attentats, alors blessés ou décédés, des gens qui devaient même se rendre au Bataclan, puis qui n'y ont pas été au dernier moment parce qu'ils ont eu un empêchement. Et ça, ils le vivent effectivement comme un traumatisme important. Mais ce qui était frappant dans AFO, avec Max, on y a quand même passé pas mal de temps, on a face à nous, parfois, le premier jour du procès, on nous avait vendu les papis terroristes, etc. Et puis, c'est vrai que on a eu des bouts du dossier, on a machin. Tu te plonges dans un truc, tu te fais une construction de qui sont ces gens. Et vraiment, le premier jour, on s'est retrouvés, pour certains, des jeunes au profil assez inquiétant d'ailleurs, mais aussi un vieux monsieur avec sa moustache. C'est presque un papy souriant, sympa, avenant. Tu vas lui parler, le type te répond, mais bonjour, c'est Libé, machin. Ok. On avait produit le matin même un papier pour dire, avec les pièces du dossier qui étaient alarmantes. Qui était, je suis pas sûr que c'était abonné à Libé, mais abonnez-vous. Faites-le. Voilà, il y avait un côté monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, parce que typiquement, on n'est pas sur des gens qui seraient en marge, on ne serait pas sur des gens qui seraient rejetés de la société, qui auraient une revanche à prendre ou quoi que ce soit. Certains ont des revenus très confortables, certains ont des retraites très confortables, ils sont installés, ils sont mariés, ils ont des enfants, etc. Et en face de ça, ces gens-là, ils ont préparé des attentats, mais typiquement, il y avait un des plans, par exemple, c'était bloquer une rue en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis même, je crois, pour vous donner un peu rue un peu embouteillée, comme on voit tous voilà, aux heures de pointe à Paris. Et dans leur tête, Saint-Denis, c'est forcément des gens issus de l'immigration. Voilà. Leur représentation du monde, c'est ça. Donc on bloque la rue, on met une voiture devant, une voiture derrière, on arrive à bloquer la rue, et il y a quelqu'un qui remonte en scooter la rue, un membre de leur groupe, avec quelqu'un derrière qui jette des grenades dans les voitures. Des grenades artisanales qu'ils avaient fabriquées. Ils en détenaient, ils avaient fait des tests, elles explosaient. Ils avaient même perfectionné le système de fragmentation de ces grenades. Le rapport des mineurs qui les a fait dit « ça pète fort ». Je paraphrase. Mais ça pète fort. Voilà, ces gens, ce qu'ils préparaient, ils voulaient empoisonner de la nourriture au hasard, etc. Enfin, et quand leur est posé la question, ce que disait Max, sur la volonté de ces gens, quand la présidente leur dit, mais attendez, se venger, vous êtes choqués, parce que tout le monde, effectivement, invoque le 13 novembre, le Bataclan, avec beaucoup de désinformation, d'ailleurs. De désinformation qu'on voit, qui est née et qui continue d'être diffusée par des réseaux d'extrême droite. C'est la fachosphère, très clairement. Et quand on lui dit, mais attendez, il y a quand même une différence, machin, vous voulez faire ça, et il y a un des accusés qui a répondu, ouais, ça marche pas notre truc, parce que de toute façon, on voulait le faire l'été, et l'été, avec la clim, tout ça, les fenêtres, elles sont fermées. Alors, je voudrais insister sur un point, parce que là, on a un peu l'impression qu'on a affaire à des pieds nickelés dont on ne mesure pas tout à fait la dangerosité. Le rapport de Nicolas Lebourg, il soulève quand même un point important. C'est qu'il y a une part non négligeable des gens qu'il a étudiés qui sont des anciens membres des forces de l'ordre ou des anciens militaires. Donc des gens rompus
au maniement des armes. Alors pour des anciens militaires, on imagine encore plus. Mais il y a aussi toute une série de gens qui construisent leur socialisation autour des stands de tir. Alors ce qui ne veut pas dire que les stands de tir sont des repères de terroristes d'extrême droite, mais c'est des gens qui considèrent qu'il est absolument nécessaire d'apprendre à se servir d'une arme. Et on n'est pas du tout dans une espèce de fantasme qui se réalisera jamais. Comme l'a dit Pierre, ces gens-là, ils ont quand même fabriqué des grenades artisanales. Ils sont tout un tas à détenir personnellement des armes. Légalement. Justement, puisqu'ils sont tireurs sportifs. Il y a le cas d'un terroriste d'extrême droite qui s'appelle Aurélien Chapeau, qui lui était plutôt isolé, qui est plutôt de la tendance accélérationniste, qui avait énormément de littérature accélérationniste traduite en français chez lui. Aurélien Chapeau, c'est un ancien militaire. On le retrouve avec lui avec des armes qu'il détient illégalement, puisque du coup c'est des armes de catégorie A. Et de la propagande identitaire. Lui, il veut s'en prendre. Alors on ne sait pas trop bien si c'était une loge maçonnique ou une synagogue ou les deux. Mais on est sur quelqu'un qui a un degré de dangerosité extrêmement important. Dans l'affaire terroriste Waffenkraft, le leader est un ancien gendarme. Alors il n'est pas resté très longtemps gendarme, mais on imagine il est même gendarme pendant une partie de l'enquête. Pendant une partie de l'enquête. Et sur tout à l'heure, quand tu parlais, Pierre, des influences et des inspirations de ces personnes, donc tu disais que certains ont des références liées au nazisme. Tu disais aussi que d'autres s'inspiraient dans la stratégie de la mise en place de ce que font plutôt les terroristes djihadistes, par exemple. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve, parce que ça peut paraître très paradoxal, mais parfois il y a même plusieurs de ces détenus qui, en effet, sont inspirés autant par la mouvance nazie que par la mouvance djihadiste, par exemple. Oui, alors après, sur la manière d'attaquer, de tuer des gens, c'est pas gay, mais c'est de ça dont on parle. Il y a des savoir-faire. Mais on peut aussi retrouver, par exemple, traduit, tu te souviens de c'était des vieux manuels d'insurrection de la CIA qui étaient diffusés dans des pays d'Amérique du Sud et qui avaient été traduits et réadaptés pour les remettre dans un contexte français. En fait, voilà, l'obsession, c'est celle de, comme l'a dit Max, détenir des armes. Il y a des moyens légaux de le faire. Il y a des influenceurs d'extrême droite qui ont partagé et qui ont mis l'accent d'ailleurs sur les manières légales d'obtenir des armes. Avoir son permis de chasse, avoir une licence de tir. Le tir sportif est un sport comme les autres. Pas tout à fait, mais c'est un sport. La chasse est une activité, un loisir. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que ce sont tous des terroristes, les pratiquants de ces activités sont tous des terroristes d'extrême droite en puissance, loin s'en faut. Mais il y a cette propagande qui vise ça. Et puis après, il y a toute la propagande qui vise à dire pourquoi il faut avoir une arme. Pourquoi il faut avoir une arme ? Parce que vous êtes attaqué. Parce que on vous désigne l'ennemi, on vous fait vous sentir en danger et on le martèle toute la journée. Malheureusement, au bout d'un moment, un influenceur qui tient ce discours-là et qui le répète sans cesse, mais à 10 personnes. Le risque que ces 10 personnes passent à l'acte, une personne sur ces 10 passe à l'acte, parce que c'est quelqu'un de déséquilibré ou qui à un instant T il est minime. Si c'est 100 personnes, il est minime. Si c'est 1000, il est 10 000, 1 million. Qu'est-ce qu'on fait ? Et aujourd'hui, il y a toute une foule d'influenceurs d'extrême droite qui ont des centaines de milliers d'abonnés, qui sont très actifs en ligne. Il y a des chaînes de télévision qui font parler ces influenceurs d'extrême droite, voire qui relayent les mêmes discours et qui, elles, ont des millions quotidiennement de gens qui les regardent, etc., etc. Et en fait, là, ce qu'on voit dans ce rapport, je pense, c'est aussi le fruit de toute cette mécanique. Le rapport parle aussi dans les profils exposés de la part d'incels parmi ces individus, donc c'est ce qu'on appelle les célibataires involontaires, avec par exemple, je cite une ligne du rapport: en somme, l'automarginalisation que représente le référentiel nazi va de pair avec un certain retrait du marché amoureux. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors là, on reconnaît évidemment l'humour de Nicolas Lebourg dans ce rapport. Non, précisément, ça veut dire que c'est extrêmement difficile d'entretenir des relations amoureuses quand on est néo-nazi. Encore heureux. Plus largement, au-delà de cette boutade, ça montre que
il y a un problème de socialisation auprès de toute une partie de ces militants. Chez les activistes d'extrême droite, c'est assez marqué. Ils sont vraiment divisés en 2 parties, les 51, ceux qui ont des relations stables et ceux qui ont du mal à entretenir des relations. Et il peut y avoir, note le rapport, une frustration qui est liée à cette difficulté d'entretenir des relations, alors sociales ou amoureuses, mais là pour le coup c'est plutôt amoureuse, et qui pourrait être un facteur aggravant de leur violence. Chez les terroristes d'extrême droite, ceux qui sont plus âgés, on est vraiment sur un peu monsieur tout le monde. La majorité a des enfants, voire même des petits-enfants. Pour certains, ils sont mariés, veufs, divorcés, comme le représente la population française. Mais au sein de la jeunesse terroriste d'extrême droite, et notamment chez ceux qui se revendiquent du mouvement Incel, donc ces gens qui se revendiquent célibataires involontaires, c'est-à-dire que dont les femmes ne voudraient pas parce qu'en fait elles sont misandres et que elles ne sont là que pour le faire souffrir, enfin les faire souffrir. Eux, on remarque qu'effectivement c'est une vraie problématique. C'est ce qui est une partie de l'engagement de leur radicalité. Eux, ils se revendiquent sociopathe parce que et c'est un vrai exemple, je rigole pas. En 3e, il y a une jeune femme qui a repoussé ses avances et ça a après déclenché du harcèlement scolaire. Alors ça nous apporte 2 choses, ce petit détail, c'est que d'abord le harcèlement scolaire c'est quelque chose de très important. Ça ne veut pas dire que, comme je l'ai entendu récemment dans la bouche d'un ancien juge antiterroriste, que toutes les personnes qui ont été harcelées vont devenir des personnes violentes ou sociopathes en puissance. C'est complètement faux et toutes les études disent le contraire. N'écoutez pas Marc Trévélic sur cette question. Et ensuite, effectivement, il faut bien prendre en compte cette question du harcèlement scolaire, mais aussi qu'on a toute une série de discours qui sont disponibles sur Internet, des discours masculinistes extrêmement violents qui, qu'on le veuille ou non, qui ne sont pas toujours partagés par des gens d'extrême droite, mais qui reviennent toujours à peu près à la même doctrine, celle de la misogynie généralisée, du fait que les femmes ne sont là que pour servir les hommes, que les femmes sont des objets, qu'elles devraient en fait s'offrir aux hommes, et ça crée toute une série de phénomènes extrêmement violents. Je rappelle qu'en France, on a quand même évité 3 attentats avec pour doctrine principale l'incelisme, je ne sais pas si ça se dit, on va l'appeler comme ça, et c'était 3 attentats qui visaient les établissements scolaires, mais dans d'autres pays, et notamment au Canada ou aux États-Unis, il y a eu des attentats qui visaient essentiellement les femmes, parce qu'elles étaient des femmes. Parce qu'elles étaient des femmes, et qui ont fait des dizaines de mortes. Il y a une question dans le chat, je l'ai vu, la question sur les solutions contre la radicalisation des individus violents. On y viendra juste après. Juste avant, je voulais... Vas-y, Pierre, tu voulais ajouter quelque chose ? En fait, ce phénomène-là se voit aussi à travers la jeunesse des mises en cause dans ces dossiers-là. On est vraiment sur des jeunes gens qui ne sont pas formés autrement que parce qu'ils entendent à la télé. À la télé des jeunes, c'est-à-dire Internet, YouTube, etc. C'était le point boom. Oui. J'ai connu l'arrivée du Minitel. Sans déconner, j'ai connu Minitel. Et donc, t'as vraiment ce facteur-là. Et avec vos bêtises, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave, ça me reviendra peut-être plus tard. Il y avait aussi autre chose sur lequel je voulais vous entendre, c'est un point que soulève le rapport, c'est un point commun que pour le coup semble avoir l'immense majorité de tous ces détenus, c'est l'importance que représente pour eux la théorie, désormais tristement célèbre parce qu'on en parle énormément, de la théorie du grand remplacement, qui semble être un point central pour beaucoup de ces détenus. Alors, petite correction, la fausse théorie du grand remplacement. La thèse. C'est vrai qu'à force de dire comme ça, C'est ça, parce que théorie, ça voudrait dire qu'elle est basée sur des faits ou des arguments scientifiques ou même ne serait-ce que matériels. C'est pas le cas, c'est une thèse, c'est une vue de l'esprit. D'ailleurs, un de ses principaux promoteurs, héros, vulgarisateur, parce qu'il a rien inventé, c'est Renaud Camus, cet écrivain d'extrême droite, enfin devenu d'extrême droite, qui dit notamment, il habite dans le Gers, et dans un beau château dans le Gers, et il dit, quand j'ouvre ma fenêtre, je vois la réalité de la théorie du grand remplacement.
Il voit surtout des arbres. Voilà. Le château du Pulieu, alors peut-être qu'il confond malheureusement les arbres avec des personnes voilées, mais bon, là, ça relève plus de problèmes de son côté. Cette théorie du grand remplacement, elle n'est pas neuve. Il faut quand même faire un tout petit point. Elle naît sous la plume des antisémites français de la fin du 19e siècle, qui, elle traverse comme ça, de manière totalement underground, totalement marginale, tout le 20e siècle. Personne s'en empare trop, ça résonne pas, ça marche pas, ça fonctionne pas. Enfin, c'était déjà le principe à ce moment-là, dès l'origine, que les élites, alors les juifs, les banquiers, qui vous voulez, hein, selon votre référentiel d'extrême droite réactionnaire, ces élites, parlons de eux, ce que certains appellent les élites, importeraient des populations étrangères pour pervertir, diluer, faire disparaître le sang. Alors à l'époque, on est dans des référentiels nationalistes, nationaux, vraiment à l'intérieur des frontières qu'on défend, fusil à la main, pour pervertir le sang des Français, les faire disparaître, pour créer comme ça une espèce de population mondiale docile. Et voilà. Ça traverse tout le XXe siècle, et en fait, c'est vraiment... pareil, encore une fois, mi-temps des années 2010, 2014-2015, je crois son livre Le Grand Remplacement, il sort en 2015. En fait, Renaud Camus, il intègre quelque chose, un paradigme qui va rencontrer l'ère du temps à l'extrême droite, c'est-à-dire que ce ne sont plus les juifs, ce sont ces mots, hein, pardon, ce ne sont plus les juifs qui sont rendus responsables de cette mécanique complotiste, de grands plans cachés, machin, ce sont les musulmans, l'islam, et ça rencontre aussi ce switch du Rassemblement national et de toute l'extrême droite, ou presque, dans sa foulée, c'est-à-dire qu'on remplace, on a acté que l'antisémitisme, c'est la fameuse dédiabolisation, était disqualifiant, qu'on ne peut pas se permettre, et donc il faut qu'on trouve, parce que c'est l'essence du Rassemblement national, c'est l'essence de l'extrême droite, il faut qu'on trouve un autre bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, il est sur un plateau, c'est l'immigration, c'est pas l'immigration, c'est l'immigration extra-européenne. Certains diraient que la différence se reconnaît à la couleur de peau. Mais ne parlez surtout pas de racisme. Voilà. Et donc ça va rencontrer et ça va marcher, et ça va aussi rencontrer, percuter une ère du temps, qui est celle des attentats. Et ce que montre le rapport de Nicolas Lebourg, c'est que l'immense majorité des personnes qu'on retrouve dans ces 104 personnes, ils croient à la théorie du grand remplacement, et parfois même pour de nombreuses personnes, donc terroristes, mais également activistes pour le coup, il n'y a pas tellement de différence, c'est un moteur de leur action. Ils l'expriment comme un moteur de leur action. Et il y a un effet encore plus pervers, c'est qu'au sein de ces personnes, il y a des gens qui sont beaucoup plus radicaux que la simple théorie du grand remplacement. On a parlé de néo-nazis, il y en a à l'intérieur, et c'est des gens qui, quand ils vont devoir avoir à faire face à la justice, en fait, ils vont amoindrir leur discours d'apologie du Troisième Reich, parce que vraiment, ça marche assez mal comme ligne de défense en France, encore heureux. Raciste, mais... Voilà, c'est pas terrible. On note, le chercheur note, et notamment après dans des entretiens qu'il a menés aussi avec des personnes qui sont encore en prison, qui disent avoir quitté la doctrine néo-nazie, en fait, invariablement, elles reviennent au grand remplacement. Quand on voit que le grand remplacement est aussi un moteur de terrorisme, c'est tout à fait inquiétant. Et alors, est-ce que le rapport propose des solutions, comme on nous demande dans le chat, là, contre la radicalisation et les individus violents? Quelles solutions peut-on envisager? Alors oui, c'est un rapport qui vise à proposer des solutions à regarder, hein. C'est une administration qui le commande, et elle le commande avec un objectif bien précis, comme on l'a dit. Il y en a 9, il y a des points légaux, de procédures législatives qui sont quand même très précis, ce serait laborieux à développer ici. Grosso modo, ils sont abordés aussi, surtout d'ailleurs, la détection des profils et de la formation du personnel pénitentiaire au code de la mouvance. On parle des tatouages, on parle des références, on parle des lectures, on parle des parcours, on parle de toutes ces choses-là. Sur ce point spécifique de la détection des détenus radicalisés, ça vaut tant, soulève le rapport, à leur arrivée, que un éventuel basculement pendant l'incarcération, parce qu'on fréquente d'autres gens. On l'a vu, c'est quelque chose qui a déjà été vu, d'avoir un terroriste, un idéologue et un activiste qui vont avoir été mis un peu dans le même coin, parce qu'ils sont tous les trois d'extrême droite, que c'est pas évident
c'est pas forcément très accepté en prison, et que on va, pour leur protection, on va les mettre dans un coin. Il va y avoir ce phénomène dont on parlait tout à l'heure, qu'on a vu avec l'OAS, etc., peut se produire, et donc reconnaître des gens qui se radicaliseraient. Enfin, je veux dire, il y a cet exemple d'un mis en cause dans un dossier qui c'était avec sa boucle de ceinture, je crois, hein, qui s'était gravé, j'allais dire tatoué, mais non, gravé une croix gammée avec sa boucle de ceinture sur le torse pendant son incarcération. Là, a priori, c'est quand même l'enfance de l'art. Le renseignement pénitentiaire l'avait noté et l'a fait remonter. Voilà. Mais quid de quelqu'un qui se ferait tatouer certaines runes, qui se mettrait à lire certains auteurs, etc. Il est important de former le personnel. Non, et je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué, mais qui me semble important, et notamment pour nos lecteurs, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de process de déradicalisation par l'administration pénitentiaire pour les personnes qui sont déradicalisées d'extrême droite. Comme ça existe, avec fort peu d'efficacité, il faut bien le dire, pour les personnes qui sont des détenus présentés comme islamistes. Je dis présentés pas du tout, parce qu'en fait, on les appelle les TIS, terroristes islamistes, tout simplement. Il n'y a pas pour l'instant d'unité dédiée à cette question. Il y a des petites initiatives, mais qui sont extrêmement locales, mais il n'y a pas de plan national. Et ce que préconise Nicolas Lebourg, c'est qu'à travers ces process de formation des gardiens, mais aussi des gens qui sont chargés de la psychologie en prison, on retrouve des gens qui soient spécialisés sur la question de la radicalisation d'extrême droite, ce qui pour l'instant n'existe pas. Et d'ailleurs souligne le rapport à raison, avec un peu j'irai pas jusqu'à dire d'enthousiasme, mais en tout cas, visiblement, il y a des réussites qui sont produites. Il y a une initiative qui est menée dans le Grand Est avec une équipe mobile qui travaille spécifiquement sur cette question de la radicalité d'extrême droite, sur en fait ce que appelle le désengagement de la radicalité des gens. Après, les gens croient ce qu'ils croient. Encore une fois, il n'y a pas de police politique. Je veux dire, la loi française est très claire. Vous avez le droit d'être nazi dans votre chambre, vous n'avez pas le droit d'en faire l'apologie publiquement. Et donc, il ne s'agit pas de contrôler ce que pensent les gens. Il ne s'agit pas de sonder les cœurs et les esprits. Par contre, il s'agit de désengager les gens de la voie de la violence politique. Et visiblement, donc, il y a cette initiative, et donc il y a est soulevée peut-être la possibilité de la généraliser, ou en tout cas de calquer le modèle. Je ne sais pas, en tout cas, il y a des choses qui sont faites, il y a des motifs d'espoir, et surtout, quand même, rappelons-le, il y a un point positif, c'est qu'il y a une administration importante, l'administration pénitentiaire, qui se pose des questions, qui se donne des moyens pour aller chercher les gens, pour réfléchir et pour essayer de trouver des solutions. Moi, je vais finir sur mon côté hyper négatif. Oh non, j'allais dire qu'on allait conclure sur un point positif. Il ne faut pas non plus se leurrer. Alors pas particulièrement sur la question des détenus d'extrême droite, mais des rapports qui sont fournis par des chercheurs à la demande d'administration. Il y en a des centaines, voire des milliers par an. L'immense majorité de ces rapports sont immédiatement enterrés parce que ça demande de faire des efforts, et ça, les administrations ne sont pas toujours capables de le faire. On croise les doigts. Voilà. Bon, on termine quand même sur une petite note positive, moins nuancée par Maxime. Mais bon. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi.